je vous dis à nouveau bonjour pour ce qui devrait être le 8e cours d'histoire économique en fait. Même si je ne sais pas pourquoi, dans mes fichiers j'en suis à 7, je crois qu'en ligne ce sera la 8e vidéo. Donc en fait la semaine dernière, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait opposé deux modèles de mise en valeur des Amériques, enfin plutôt c'était d'ailleurs il y a 15 jours, on avait opposé deux modèles de mise en valeur des Amériques, un modèle qu'on avait appelé sucrier aux Caraïbes et au Brésil, et puis un modèle post-impérial au Mexique, enfin pas au Mexique, mais en Amérique centrale en très gros, c'est-à-dire du Mexique à la région andine, c'est-à-dire là où il y avait les empires aztèques et incas. Et puis ensuite nous sommes tournés vers les grandes plaines du sud, c'est-à-dire Argentine et Uruguay, et grandes plaines du nord, ce qui deviendront les États-Unis, pour constater un développement fulgurant justement dans ce qui deviendra les États-Unis. Et ce développement fulgurant, on l'a expliqué d'abord comme un développement agricole qui était porté par des colons, lesquels colons étaient d'origine européenne, comme vous le savez, et étaient en général plus savants et plus dynamiques que les Européens qui restaient sur le continent. Du moins, ceux qui étaient moins dynamiques avaient une chance de rester au milieu de l'océan. Donc, on pouvait penser que ceux qui arrivaient, c'était ceux qui avaient l'énergie la plus importante, et que ces colons, en plus d'être savants, puisqu'ils sont très nombreux à savoir, par exemple, signer leur nom, et énergiques, ils avaient su s'insérer dans le commerce international, en particulier le commerce international des matières premières agricoles, en produisant du blé. Et on voit dès le début du XVIIIe siècle que les prix du blé aux Amériques, enfin dans les colonies américaines, sont en gros suivent le même cycle que les prix du blé en Angleterre, ce qui prouve donc l'intégration du commerce international d'une part, enfin dans le commerce international des 13 colonies américaines d'une part, et d'autre part ce qui justifie la thèse de Innis, dont vous vous souvenez, ce qu'on avait appelé la staple thesis, la thèse des produits de base, c'est-à-dire l'idée que les pays neufs se développent par l'intégration dans le commerce international à partir d'une matière première qui produisent avec un avantage comparatif et qui leur permet de s'insérer dans le commerce. Et de faire des profits, enfin de faire du surplus qu'ensuite ils vont consacrer à leur développement économique. Alors j'ai oublié que, en fait, vous ne voyez pas ce que moi je vois, et donc, voilà, il faudrait que je vous le donne à voir, ce serait quand même mieux. Alors, le problème, c'est que si je vous le donne à voir, je ne le vois pas moi-même. Et donc, je ne sais pas comment faire, si, non, attendez. Je vais peut-être essayer autre chose, qui consiste à essayer d'afficher en plein écran ici. Diantre. Et tout d'un coup, voilà, plein écran. Ouais, succès total, mais on ne voit plus la vignette. Bon, écoutez, on fera sans la vignette. Ah, non, sauf que ça ne marche pas non plus de votre côté. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est étrange, ça. Attendez, il y a quelque chose que je ne comprends pas dans l'affichage. Donc je vais essayer de changer le mode d'affichage. Bon, oui, donc je disais, on voit donc que le développement des colonies d'Amérique du Nord, ça suit dans un premier temps la thèse de Innis sur la staple thesis. Alors ensuite, on va faire recopie vidéo, et ça va être magique. Voilà, formidable. C'était ça qu'on voulait. Bon, c'est un peu laborieux, mais on va y arriver. Hein. Dans un second temps, ce qu'on a vu, c'est qu'en fait, la révolution états-unienne, que les États-Uniens appellent la révolution américaine, essentiellement pour la distinguer de la révolution française, et donc cette révolution états-unienne, donc, elle a permis, en plus du développement agricole, le développement industriel, et c'est ce développement industriel qui a permis de continuer la croissance accélérée de la population de ce qui deviendra les États-Unis, enfin de ce qui est les États-Unis à partir de la révolution états-unienne, justement, d'une part, et du PIB d'autre part. En effet, on peut croire que sans industrialisation, le PIB par tête aux États-Unis aurait fini par stagner, puisque les prix agricoles mondiaux ont baissé à la fin du XIXe siècle. On va se contenter de dire ça maintenant. Ça, je ne l'avais pas dit la semaine dernière. Mais on peut saisir le moment où les prix agricoles mondiaux se mettent à baisser, dans le fait qu'en France, qui est, vous savez, un pays où l'agriculture joue un rôle important dans l'économie et dans la société, tout au moins jusqu'aux années 70, donc en France, ça se traduit par des tensions sociales qui aboutissent à ce que le ministre de l'Agriculture, Méline, prenne une loi protectionniste en 1892 qui remonte les droits de douane sur les produits agricoles de 3% en moyenne avant
la loi Méline, à 21% après la loi Méline. Donc le fait que la loi Méline, ça crée du protectionnisme agricole, c'est le signe que les prix agricoles ont baissé. D'ailleurs, on va en parler de manière un peu plus extensive aujourd'hui en parlant de l'Afrique. Donc de fait, si le développement américain n'avait été qu'un développement sur les produits de base, la croissance aurait eu des limites, mais justement, ce qui a permis de continuer la croissance, ça a été le développement industriel, et ce développement industriel, il est au cœur de la révolution américaine, enfin plutôt il est la conséquence logique de la révolution américaine, qui permet de généraliser l'instruction, d'une part, d'améliorer les transports, d'autre part, et donc de développer le commerce et le marché intérieur, à l'abri d'un protectionnisme douanier, et tout cela avec en plus un développement du crédit. Les trois derniers, c'est-à-dire amélioration des transports, protectionnisme et développement du crédit, ce sont en fait les éléments de l'American System tel qu'il a été désigné par Henry Clay, qui est un sénateur de la moitié, enfin, du milieu du XIXe siècle, et dont on a vu qu'il avait joué un rôle idéologique important justement dans ce développement économique américain. Alors, ces quatre éléments de politique économique, généralisation de l'instruction, amélioration des transports, protectionnisme et développement du crédit, on les a déjà vus à l'œuvre en Europe. Mais par rapport à l'Europe, justement, les États-Unis possèdent deux caractéristiques remarquables sur lesquelles on a insisté. La première caractéristique remarquable, c'est un système économique dual, du moins jusqu'à la guerre de sécession, dont je vous rappelle qu'en anglais, on l'appelle Civil War. Ce système économique dual, en effet, c'est un système où on a un Sud esclavagiste, qui est comparable à ce qu'on a appelé le système sucrier, ou le modèle sucrier des Caraïbes ou du Brésil, bien qu'on ne produise pas du sucre. Avant le 19e siècle, on a vu qu'on produisait du tabac dans le Maryland, du riz en Caroline du Sud, etc. Mais en fait, à partir de l'invention de l'égraineuse à coton, enfin de la diffusion de l'égraineuse à coton, c'est le coton qui devient la culture reine du Sud. Bon, et dans des plantations qui sont la propriété des Blancs et où on emploie des esclaves noirs dont l'origine est en Afrique. Bon, et ce système-là, en fait, il sombre avec la guerre civile, enfin avec la guerre de sécession. Donc on a un système dual puisqu'on a un Sud qui est très différent du Nord et qui, justement, ne se développe pas de manière industrielle et de fait va stagner, enfin va être en retard par rapport au Nord. Au Nord, en revanche, on a des ressources naturelles abondantes et en particulier des terres cultivables qui sont abondantes. Et l'une des explications à l'industrialisation du Nord, qui a été fournie par Habakkuk, l'historien économiste anglais, et la thèse d'Habakkuk, c'est l'idée que tant qu'il y a de la terre en grande quantité, bah, en fait, alors il y a de la terre en grande quantité, il y a des Indiens dessus aussi, bien sûr, hein, mais bon, les Indiens, visiblement, c'est pas un grand problème, du moins, on s'embarrasse pas beaucoup de droits de l'homme en tant qu'il est indien, je ne parle pas des droits de la femme, naturellement. Et donc, une fois qu'on a massacré les Indiens de diverses manières, bah, il reste de la terre pour tous les colons qui n'en veulent. Et donc, de fait, quand on arrive d'Europe, on a de la terre à cultiver, cette terre a une productivité satisfaisante, pas besoin d'inventer des méthodes culturales particulières. Et donc, de fait, si on travaille sur cette terre, on vit largement au-delà du minimum de subsistance. Du coup, le salaire qu'il faut offrir à des gens pour le détacher de la terre est élevé. Et la thèse d'Habakkuk, c'est que justement, parce que la productivité du travail agricole est élevée, le niveau de vie est élevé, et donc en fait, si on veut développer une industrie, ben, il faut payer des salaires élevés, ou bien il faut substituer du capital au travail. Et donc, ce qui va caractériser le système manufacturier américain, alors c'est un autre American System, donc il faut faire attention quand on parle d'American System, est-ce qu'on parle du système politique ou du système manufacturier? En anglais, c'est le même terme. En français, on distingue le système manufacturier du système qu'on a attribué à Henry Clay. Donc le système manufacturier américain, dont L. Whitney est l'inventeur symbolique, mais en fait son invention elle va se prolonger au long du XIXe siècle, c'est un système où on décompose les produits finis en pièces interchangeables, ce qui permet de les faire assembler par de la main-d'œuvre non qualifiée, qui va être payée beaucoup mieux qu'elle ne serait payée en Europe avec son niveau de qualification, mais toutefois qu'on peut attirer aux États-Unis pour un prix qui permet justement de rendre rentable la production avec le système américain. Parce que la main-d'œuvre nationale, elle n'est pas intéressée par un travail dans l'industrie, dans la mesure où elle jouit de la productivité agricole. Voilà. Alors donc, on a bien vu ce qui se passait en Amérique du Nord, et on a bien vu donc, que la révolution américaine et l'indépendance vis-à-vis de l'Angleterre avaient déclenché un cycle d'industrialisation qui fait que les États-Unis rattrapent l'Europe, et puis dépassent même l'Europe. Mais je vous rappelle que le moment
où les États-Unis dépassent la partie la plus avancée de l'Europe, que sont la Grande-Bretagne et puis l'Allemagne, en termes de PIB par tête, c'est, en gros, c'est pendant la Première Guerre mondiale. C'est avec essentiellement le développement de la production automobile, au moment où une partie des régions industrielles de l'Europe sont soumises à la guerre, que les États-Unis vont vraiment dépasser l'Europe. Pendant tout le 19e siècle, les États-Unis bâtissent une industrie qui est vraiment à ses balbutiements au début du 19e. Alors, qu'est-ce qu'il en est pendant ce temps-là en Amérique du Sud? On n'en avait pas parlé. En fait, ce qu'on avait vu, c'était que l'Amérique du Sud, sous domination espagnole, bénéficiait d'une espèce d'autonomie de fait, en particulier parce qu'il n'y avait finalement pas assez de colons blancs pour exploiter les Indiens. Et donc les Indiens étaient en quelque sorte laissés à eux-mêmes dans une grande partie de l'Amérique latine, même si par ailleurs il y avait des parties de l'Amérique latine où les Indiens étaient soumis à un travail forcé dans des grandes propriétés foncières. Il y a toute une partie de l'Amérique où on ne s'occupe pas d'eux. Et de la même manière, d'ailleurs, la Nouvelle-Espagne n'intéresse pas tellement la couronne en tant que telle. Elle l'intéresse essentiellement pour deux raisons. D'abord parce que c'est une terre qu'il faut christianiser, donc on envoie des missionnaires. Et puis ensuite parce que, bien sûr, il y a l'or et l'argent qui arrivent, mais il n'y a pas d'autres projets de mise en valeur, je veux dire, poursuivis dans le temps, que celui des mines. C'est-à-dire que bien sûr qu'il y a des gens qui viennent voir les rois successifs en leur disant Majesté, il faudrait que, et puis qui leur expliquent des plans incroyables sur ce qu'on pourrait faire pour développer l'Amérique et en faire le nouvel Eldorado. Mais de fait, la seule politique continuée des Espagnols, c'est les mines. D'accord ? Bon, alors, du coup, la Nouvelle-Espagne a vécu dans une relative autonomie, sauf que, justement, à partir du règne de celui qu'on appelle Charles III, mais que les Espagnols appellent Carlos III, en fait, vous savez, c'est un roi d'origine française, puisque, à partir de 1715, les monarques espagnols sont des cousins des rois de France. Hein, c'est Louis XIV qui a installé sur le trône d'Espagne son petit-fils. Et donc, en plus d'être des Bourbons, les rois d'Espagne, et en particulier Carlos III, sont des rois éclairés, enfin jusqu'à un certain point quand même, mais c'est-à-dire que Carlos III est un monarque réformateur, et pour faire de la réforme, il faut de l'argent. Et pour l'argent, il faut prélever des impôts. Et donc, après s'être occupé du royaume de Naples, où il a construit un palais magnifique à Caserte, si vous allez un jour à Naples, il faut absolument aller à Caserte pour voir le palais de Carlos III, après avoir construit son palais magnifique avec des jardins où il y a des fontaines alimentées par un aqueduc, enfin bon, dont évidemment le modèle est Versailles, d'accord, puisque quand grand-papa c'était Louis XIV, vous comprenez bien qu'on a un modèle en matière de construction de palais, et qu'il s'agit de faire mieux. Donc après s'être occupé du royaume de Naples, il a été roi d'Espagne. Comme roi d'Espagne, il veut réformer. Pour réformer, il faut de l'argent, et l'argent, où est-ce que ça se trouve? Dans les impôts. Et donc, tout d'un coup, les Espagnols se mettent à s'intéresser à la Nouvelle-Espagne, parce qu'ils se rendent compte qu'il y a de l'argent là-bas, que le niveau de vie est supérieur à ce qu'il est en métropole, et donc il y a matière à exercer une pression fiscale qui, alors là, du coup, va susciter des velléités indépendantistes, parce que autant les Hidalgos, enfin les Gallegos, les Espagnols, bref, présents en Amérique, se fichaient complètement de l'indépendance ou pas indépendance, parce que l'Espagne se fichait complètement de la Nouvelle-Espagne, autant quand on commence à leur demander de payer des impôts, tout d'un coup ils deviennent indépendantistes, d'accord? C'est toujours comme ça que ça marche. Alors ils sont indépendantistes, mais jusqu'à un certain point quand même, parce que quand les Indiens se révoltent, on est bien content de pouvoir faire appel à des troupes espagnoles, comme c'est le cas au Pérou, quand un Indien qui prend le nom de Tupac Amaru, qui était en fait le dernier empereur, quoi, se révolte en 1780-1781, là on fait appel aux forces armées pour, enfin, les possédants, les Espagnols blancs possédants font appel aux forces armées espagnoles pour mater l'insurrection indienne. D'accord. Bon, d'où évidemment une relation pas totalement ambiguë, parce qu'en gros on paye des impôts, en échange de quoi on a l'armée qui permet d'opprimer les Indiens. Enfin bon, c'est la colonisation dans tout ce que ça a de plus terrible, d'accord. En fait, ce qui va vraiment changer la donne en Nouvelle-Espagne, c'est l'indépendance. Pardon, ce sont les guerres napoléoniennes, puisque comme on l'a vu avec les guerres napoléoniennes, les communications se distendent, d'autant qu'un aspect stratégique des guerres napoléoniennes, c'est que les Français, enfin Bonaparte, essayent d'isoler la Grande-Bretagne, parce que la Grande-Bretagne n'est pas autosuffisante du point de vue alimentaire, et donc Bonaparte se dit qu'en faisant le blocus de la Grande-Bretagne, on va affamer les Anglais. Et les Anglais répliquent en isolant la France de ses colonies, et d'ailleurs, enfin bref, en coupant les routes du commerce atlantique, parce que c'est aussi un moyen pour les Anglais de récupérer ce qu'ils ne peuvent plus avoir dans le commerce avec l'Europe. C'est-à-dire que de fait, ils arraisonnent les navires qui vont et qui viennent vers les Amériques, et comme ça, ils récupèrent ce qu'ils ont perdu dans le commerce européen.
Et donc, en l'absence de lien avec la métropole, qui de plus, comme vous le savez, l'Espagne devient... enfin, Bonaparte installe un de ses frères sur le trône d'Espagne, donc ça distend encore un peu plus les relations avec l'Espagne, avec la Nouvelle-Espagne, parce que en plus, le frère Bonaparte, il est plutôt franc-maçon, libéral. Alors bon, en Espagne, il fait ce qu'il peut, mais enfin, il ne convertit pas directement l'Espagne à la franc-maçonnerie et au libéralisme. On ne peut pas dire que ça marche très bien. Mais en tout cas, il abandonne les relations avec l'Amérique. Et quand la monarchie espagnole, enfin, quand les rois d'Espagne reviennent en possession de leur, une fois que les troupes de Napoléon ont reflué, on ne peut pas dire que ce soit très simple de restaurer les relations avec la Nouvelle-Espagne. Entre-temps, enfin, en gros, quand les monarques espagnols reviennent, c'est au milieu d'un processus d'indépendance dans tout ce royaume de Nouvelle-Espagne, enfin ce vice-royaume de Nouvelle-Espagne, qui va aboutir à la création des États, enfin, des entités territoriales qu'on connaît actuellement. C'est que le Mexique va s'autonomiser par rapport au reste de l'isthme où il va y avoir des plus petits pays. Et puis la Grande Colombie va se couper en deux, Venezuela d'un côté, Colombie de l'autre, puis les États andins vont devenir le Pérou et la Bolivie, enfin bref. Donc il y a un processus un peu irréversible qui est mis en œuvre. Ça, c'est pour les affaires politiques, sur lesquelles auxquelles on ne va pas beaucoup s'intéresser. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que du point de vue industriel, en fait, on observe dans cette Nouvelle-Espagne, donc dans l'Amérique hispanophone, exactement ce qu'on va observer dans les empires, ou ce qu'on a déjà commencé à observer en Inde, d'accord, c'est-à-dire en fait le délitement des industries locales sous l'effet de la concurrence des productions européennes. Et le meilleur témoin qu'on en a, c'est Alexander von Humboldt, le grand savant allemand, dont vous savez que un demi-siècle avant Darwin, pratiquement, il fait un tour du monde de naturaliste, c'est-à-dire qu'il veut voir les espèces animales, végétales du monde entier, d'accord, mais il constate aussi, enfin il s'intéresse aussi aux variétés d'êtres des hommes et des femmes, bien sûr. Et ce qu'il constate en visitant le Mexique, et en particulier le plateau central, enfin la région de Mexico, c'est que l'industrie qui était, je dirais pas florissante, enfin il y avait une industrie nationale qui a régressé dans la décennie de 1790-1800. Et même, enfin, alors est-ce que c'est l'effet des guerres napoléoniennes? Pas encore, justement, parce que le blocus n'est pas encore fait, mais c'est justement l'effet du développement du commerce à la fin du XVIIIe qui fait que les productions locales de porcelaine et de verre qui s'étaient développées dans l'état de Puebla. Donc Puebla, c'est une ville à 130 km, essentiellement à l'est et un peu au sud de Mexico, qui est en gros la grosse ville bourgeoise blanche espagnole, d'accord, du plateau central, et qui était la ville industrielle. Et qui est toujours la ville industrielle, parce que c'est par exemple là qu'il y a les usines Volkswagen aujourd'hui, qui ont fabriqué des coccinelles jusqu'à il y a quelques années. Bon, et qui maintenant fabriquent je ne sais pas quel Volkswagen, mais en gros c'est les plus grosses usines Volkswagen du continent, d'accord. Et donc Puebla, qui était une ville industrielle où il y avait de la porcelaine, et des manufactures de porcelaine et de verre, en fait, ce que dit Humboldt, c'est qu'elles ont pratiquement toutes fermé au cours de la décennie 1790. Elles ont pratiquement toute leur production a été remplacée par des importations qui viennent d'Europe et qui arrivent par le port de Veracruz. Le port de Veracruz étant un port de la mer du golfe du Mexique, enfin des Caraïbes. Et donc, de fait, et alors pourquoi ça? Exactement pour la raison qu'on a vue en Inde, c'est-à-dire que l'ouverture des frontières, libre-échange, les productions européennes sont moins chères et donc elles concurrencent la production locale, donc la production locale ne fonctionne plus et les usines ferment. D'un certain côté, si on parle de porcelaine, c'est une histoire qu'on a connue. Y a pas que ça n'est pas arrivé qu'au Mexique, puisque si vous regardez la France, on produisait de la porcelaine dans beaucoup d'endroits en France, y compris à Orléans, à Gien, enfin à Gien c'était plutôt de la faïence, à Vierzon, à Limoges, et puis dans les années 70, la concurrence des pays neufs a fait qu'aujourd'hui on ne produit plus que de la porcelaine de très grand luxe à Limoges, et on n'en produit plus ailleurs, d'accord. Donc, enfin bon bref, c'est un effet de concurrence internationale. Mais l'effondrement de l'industrie mexicaine, ça a pour résultat que les salaires, en fait, il y avait une partie de la population qui était employée par cette industrie, qui est plus employée par cette industrie, et l'effet du chômage, c'est la baisse des salaires. Et donc vous voyez sur ce graphique que, en fait, les salaires urbains au Mexique, qui étaient de l'ordre de 3 fois le niveau de subsistance, depuis la fin du XVIIe depuis la fin du XVIIe, pardon, et jusqu'au troisième quart du XVIIIe, ils s'effondrent brusquement dans le dernier quart du XVIIIe pour tomber à 1,5 fois le niveau de subsistance. Si ça c'est le salaire urbain moyen, il y a évidemment des régions où la baisse va être plus forte, il y a évidemment des classes sociales pour lesquelles la baisse va être plus forte, et comme on peut s'en douter, plus on est foncé, plus c'est compliqué. Alors, en fait, donc il y a un mauvais départ pour le Mexique.
Le mauvais départ, c'est que ce n'est pas l'indépendance qui va fabriquer la prospérité industrielle, manifestement. Ce n'est pas l'indépendance qui va fabriquer la prospérité industrielle. Et puis en fait, ce qu'on va voir, c'est que le développement industriel du Mexique au long du 19e siècle, ça ne marche pas mieux que celui de l'Égypte. D'autant plus qu'il n'y a pas de Mehmet Ali mexicain. Alors, il y a une série d'hommes forts, si on veut, mais il ne suffit pas que les hommes soient forts pour qu'ils participent au développement industriel. L'industrialiste qu'on cite souvent, c'est Lucas Ignacio Alamán, qui a en fait été... Alors, il n'a pas beaucoup été ministre, c'est-à-dire il a été ministre très peu de temps, 4 fois, je crois, entre 1824 et 1853, mais en tout, la durée de ses ministères, ça fait pas 3 ans. Seulement, il a surtout été l'influenceur, non pas par YouTube, mais par ses idées et par son action. Et donc, c'est sous son influence qu'à la fois, on a instauré un tarif extérieur commun, justement, pour protéger les industries nationales, et créé une banque, la Banco de Avio, qui avait pour but de financer essentiellement le développement du textile. Alors ça a l'air d'être libéral au sens économique. Mais il n'était libéral qu'au sens économique, d'accord, parce qu'en fait, il était extrêmement conservateur, et donc pas d'émancipation politique, pas d'instruction, d'accord, parce que comme vous le savez, l'instruction c'est le bordel. Si les filles savent lire, elles vont ensuite faire de la politique, et à ce moment-là, tout fout le camp. Enfin, en tout cas, certes, il y a un encouragement à l'industrie, mais il n'y a pas du tout de développement de l'instruction. Et donc, alors, c'est amusant parce que Lucas Alamán lui-même, en fait, ses parents, c'est un industriel espagnol qui doit venir du Pays Basque ou quelque chose comme ça. Lui, il s'appelle Alamán, donc c'est typiquement basque. Et sa mère est une marquise. Donc il est justement le produit des élites hispanophones. Et on voit bien dans dans son histoire personnelle, comme il y a la modernité, c'est l'industrie, et la tradition, c'est les institutions aristocratiques espagnoles. Et donc, c'est un bourgeois progressiste, mais très très modérément progressiste, et progressiste en matière économique. Bon, alors, l'instauration des droits de douane, à quoi ça aboutit? Au développement, effectivement, d'un certain nombre de manufactures textiles, mais en fait, avec la guerre avec les États-Unis, il va falloir ouvrir les frontières, la banque périclite, et donc finalement, les manufactures qui avaient pu connaître une petite croissance pendant la décennie 1830-1840 disparaissent à nouveau. Donc si vous voulez, un peu comme en Égypte, il y a des tentatives, mais ces tentatives ne vont jamais loin, quoi, parce que pour faire de la croissance économique, il ne faut pas 10 ans, comme vous avez pu le voir, il faut des centaines d'années. Alors l'homme fort suivant, c'est Porfirio Díaz, et Porfirio Díaz, donc, qui est président des États-Unis du Mexique, puisque je vous rappelle que le Mexique s'appelle États-Unis du Mexique, qui est président du Mexique pendant 34 ans. Cette période s'appelle El Porfiriato en espagnol, donc le Porfiria, du prénom de Porfirio Díaz. Lui, il va instaurer il va faire un pas de plus, c'est-à-dire qu'en plus du crédit et de la protection douanière, il va développer les chemins de fer. Très bien. Pas encore l'instruction, il va développer les chemins de fer. Et donc, pendant sa présidence, en gros, le PIB par tête va presque tripler. C'est-à-dire que c'est 674 $ parité de pouvoir d'achat par tête en 1870, c'est 1707 $ en 1911. Et donc on peut dire que oui, ça a été multiplié par plus de 2,5 fois. Le problème, c'est c'est pas le problème, mais le résultat de tout ça, comme vous le savez, c'est la révolution mexicaine en 1911. Et pourquoi c'est la révolution mexicaine? Parce que certes, le PIB par tête a augmenté, mais avec des inégalités considérables, avec une misère paysanne terrible, et de fait, avec zéro éducation, et il y a 60% de la population, ou 70% de la population qui n'a aucune perspective. Bon, et donc qui se révolte. Et alors, en fait, la comparaison entre les États-Unis d'Amérique et les États-Unis du Mexique, elle tourne évidemment pas tellement à l'avantage du Mexique, surtout en 1911, mais elle conduit à se demander finalement, qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? Pourquoi est-ce que dans un cas, l'industrialisation, ça démarre, et ça débouche sur une production par tête, une instruction, un niveau de vie, une espérance de vie plus élevée, et pourquoi dans le cas du Mexique, ça ne marche pas? Ce qui paraît évident, c'est que dans la liste qu'on vient de faire, c'est l'éducation qui fait la différence. C'est-à-dire qu'il y a du protectionnisme aux États-Unis, il y a du protectionnisme au Mexique. Il y a un développement des transports aux États-Unis, chemin de fer, route, canaux, il y a un développement des chemins de fer au Mexique. Il y a une politique de développement du crédit aux États-Unis, on l'avait vu la semaine dernière, c'est surtout les marchés financiers. Au Mexique, ça ne va pas absolument de soi. Mais surtout, ce qu'on avait vu, c'est qu'aux États-Unis, à peu près tous les Blancs savent lire, en 1850. C'était déjà 70% dès les années 1780.
Alors évidemment, ceux qui sont pas blancs, ils savent pas lire. Et puis ils n'ont aucune instruction, et puis ils n'ont rien. Mais ceux qui sont pas blancs, c'est un septième de la population. Je ne dis pas que ça excuse quoi que ce soit. Ça veut dire qu'aux États-Unis, en 1850, il y a 86% de la population qui sait lire, qui a fait des études primaires, donc qui sait lire, compter, tenir une comptabilité, qui a eu des cours d'économie domestique. Voilà. Au Mexique, à la même époque, ben, il y a 20% de blancs, et encore, ils ne sont pas tous lettrés, et ils ne savent pas tous compter. Du moins, pas tous compter au-delà de 10. D'accord ? Et si on prend les 80% restants, alors je ne dirais pas les Noirs, parce que dans le cas du Mexique, comme vous le savez, c'est les castas, et les castas, c'est une population d'une très grande variété, puisqu'il y a des Indiens, il y a des Noirs, il y a des Métis, des mulâtres, des saltatras, bon, bref, il y a un luxe de description, mais en gros, tout ce qui est, non pas indigène, puisque les Noirs ont été rapportés d'Afrique, ont été raptés en Afrique et amenés aux Amériques, tout ce qui n'est pas blanc ne sait pratiquement pas lire. Et du coup, la différence frappante, c'est qu'en 1850, aux États-Unis, 86% de la population sait lire et compter. Au Mexique, à la même période, c'est probablement de l'ordre de 20% de la population. Donc dans un cas, on a 14% d'illettrés, dans l'autre cas, on a 80% d'illettrés. Le développement avec 80% d'illettrés, on ne connaît pas. Il n'y a pas d'exemple de pays qui se soit développé avec 80% d'illettrés. Donc la démonstration s'arrête ici. Et si ça ne suffisait pas, en fait, c'est encore à cette époque, c'est-à-dire le milieu du 19e, que l'écart va se creuser. Pourquoi ? Parce qu'aux États-Unis, Justin Smith Morrill, qui est en fait le représentant du Vermont à cette époque, mais qui va être élu sénateur ensuite, fait passer une loi qui s'appelle le Land Grant Act. Et cette loi, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle dote des institutions qu'on va appeler les Land Grant Colleges. Alors je vous rappelle que college en anglais américain, ça désigne pas un collège, d'accord, mais c'est une institution d'enseignement supérieur. Donc c'est ce qu'on appellera un premier cycle universitaire. Donc elle dote en fait des dizaines de Land Grant Colleges, justement de land grants, c'est-à-dire de donations en terre. Alors c'est amusant parce que, en fait, les donations en terre, c'était ce qu'on faisait, c'est ce qu'on a fait pendant tout le Moyen-Âge jusqu'au XVIIIe siècle pour doter les institutions charitables. Et bien là, on ne change pas une méthode gagnante, c'est-à-dire que pour développer des institutions d'enseignement, on ne va pas leur donner un revenu fiscal, on leur donne des terres, et puis elles se débrouillent pour les faire valoir comme elles peuvent. Mais c'est en les faisant valoir qu'elles vont avoir du budget. À quoi servent ces institutions d'enseignement, qu'on va appeler donc les Land Grant College ? Elles vont fournir en fait un enseignement supérieur dans les domaines qui sont immédiatement utiles à l'économie, c'est-à-dire l'agronomie, les arts et manufactures, je dis ça à la française, d'accord, arts and crafts, les arts et manufactures, pourquoi ça a du sens ? Il me semble que l'école centrale, qu'on appelle plus que comme ça, enfin qui est une des principales écoles d'ingénieurs françaises, s'appelait à l'origine l'école centrale des arts et manufactures. Donc les arts et manufactures, c'est l'ingénierie appliquée à la production. On enseigne aussi la guerre, donc c'est aussi des écoles militaires, ce qui sert quand même beaucoup pour taper sur les voisins. Et puis quand même, parce que ça existe, on enseigne les humanités, c'est-à-dire le latin, le grec et des choses comme ça. Voilà. Donc de fait, à une époque où le Mexique n'est même pas à développer l'instruction primaire obligatoire, les États-Unis jettent les bases de leur système d'enseignement supérieur. Et qu'est-ce que font les Mexicains pendant cette décennie 1860 où les Américains développent leurs institutions d'enseignement supérieur ? Si vous vous en souvenez, en fait les années 1860, c'est des années qui sont fort intéressantes dans l'histoire mexicaine parce que c'est les années de la restauration impériale. C'est-à-dire que sous l'influence quand même essentiellement des Français, on envoie un empereur Maximilien d'Autriche devenir empereur du Mexique. Donc les Français envoient un corps expéditionnaire pour soutenir la montée sur le trône d'un Habsbourg. Et donc, il y a un Habsbourg d'Autriche qui devient empereur du Mexique. Alors, si vous allez à Mexico, vous verrez le très beau palais impérial de Chapultepec avec des souvenirs impériaux, mais cette plaisanterie ne dure que quelques mois, parce qu'en fait, Maximilien n'a aucun talent politique. Il réussit assez rapidement, par ses maladresses, à déclencher une révolution, enfin, déclencher une guerre de réforme, qui est menée par Benito Juárez. Benito Juárez, c'est le premier président indigène du Mexique, mais aussi de toute l'Amérique. Et de fait, le Benito Juárez, qu'est-ce qu'il fait ? Il va certainement s'intéresser à l'indépendance nationale contre les corps expéditionnaires étrangers. Il va certainement s'intéresser à l'émancipation politique, mais alors absolument pas à la question de l'émancipation matérielle. Il y a des ébauches de réformes agraires, etc., mais il n'y a pas une vraie politique économique, de développement économique qui s'intéresserait à la question de l'indépendance matérielle, d'accord ?
et qui commencerait par un effort d'éducation. Non, il n'y a rien de tout ça. Et de fait, ce qui va quand même en grande partie caractériser les politiques mexicains les uns après les autres, c'est une attention extrême aux questions politiques et zéro du côté économique. Quand je parle du côté économique, c'est pas fabriquer des Concorde et des Airbus, d'accord, ou c'est pas la conquête spatiale, c'est créer les bases de l'indépendance économique, non pas seulement du pays, mais des citoyens, c'est-à-dire leur donner les moyens de s'émanciper de relations de dépendance économique aux grands propriétaires terriens, par exemple, puisque c'est quand même la moitié de la terre, ou au salariat. Bon, zéro de ce côté-là. Alors, aux États-Unis, on a évoqué la création donc, des écoles primaires en disant qu'en fait, il n'y a pas de politique d'État, mais il y a des politiques de communauté. On vient de parler des collèges, et puis en fait, la création des lycées. Vous savez qu'en France, l'enseignement secondaire, donc les lycées, c'est quand même ça se développe quand même essentiellement dans les années 50-60. Aux États-Unis, c'est entre 1910 et 1940. Et là encore, c'est pas une politique d'État, enfin, c'est pas une politique de l'État fédéral, c'est une politique des États, voire des communautés. Mais c'est une politique qui est suffisamment cohérente dans le temps et dans l'espace nord-américain pour que, vous pouvez regarder dans Wikipédia, il y a une entrée High School Movement. D'accord ? Et le High School Movement, ben, c'est justement cette prise de conscience de la société américaine que l'éducation secondaire complète, c'est important pour progresser. Et donc, de fait, entre 1910 et 1940, eh bien, la proportion d'une classe d'âge qui est scolarisée jusqu'au bout du secondaire passe de 15% en 1910 à 73% en 1940. Donc, l'effort d'éducation, vous voyez qu'il va dans toutes les directions. Et il est, je ne dis pas qu'il est achevé, parce que vous voyez bien que dans les 27% qui restent en 1940, il y a les Noirs, les Hispaniques, et puis les pauvres, les plus pauvres des Blancs. Et donc, de fait, la société américaine est loin d'avoir résolu ces problèmes. Mais en tout cas, elle montre la voie, parce que le développement ultérieur des États-Unis, il est quand même soutenu par un effort d'éducation qui est évident et qui est très en avance sur tout le monde. Pendant ce temps-là, c'est-à-dire à partir de 1910, comme vous le savez, le Mexique fait une révolution qui se traduit en fait par une réforme agraire inachevée et par une série de gouvernements pas très stables d'ailleurs en général, qui sont dirigés par des généraux, bon certes en tenue civile, mais enfin qui sont des généraux. C'est-à-dire, en gros, c'est un régime de guerre permanent, de guerre civile étendue. Du moins, quand c'est pas la guerre civile, c'est parce qu'il y a un homme fort qui est plus fort que les autres et qui fait que c'est pas la guerre. Évidemment, c'est pas les meilleures circonstances pour développer ni l'éducation, ni la croissance économique. Voilà. Bon, donc la paix, l'école et de réelles opportunités de développement personnel, c'est probablement ça qui manque au sud du Rio Grande, du moins dans la période qui nous intéresse. Alors on pourrait en dire de même de l'Afrique, puisque c'est elle qui va nous occuper maintenant, parce que c'est vrai que j'en ai pas du tout parlé jusqu'ici. Enfin si, on a parlé de l'Afrique du Nord quand on a évoqué l'Égypte, en évoquant les empires, mais on n'a évidemment pas, en parlant de l'Égypte, épuisé la complexité de l'histoire du continent africain. Bon, ma transition valait ce qu'elle valait, mais c'est vrai que les problèmes qu'on voit en Amérique latine, c'est-à-dire l'absence de paix civile, l'absence d'école et l'absence d'opportunités de développement personnel au-delà de la survie dans une économie agricole, bah, on retrouve ça en Afrique. On retrouve ça en Afrique, même si, je ne sais pas si vous vous souvenez des chiffres qu'on avait mis en avant dans le premier cours, en fait, la trajectoire de croissance de l'Afrique dans la période qui nous intéresse, c'est-à-dire entre 1750 et 1939, elle est plutôt meilleure que la trajectoire de croissance de l'Asie. C'est-à-dire que l'Asie stagne complètement, alors que l'Afrique, on va de 400 $ de PIB par tête, 400 $ PPA en 1990, c'est-à-dire un niveau de subsistance en 1750, et en 1939, on n'a pas tout à fait doublé, mais on a augmenté ce PIB par tête de presque 80%. Bon, même si l'Afrique a cru plus vite que l'Asie du Sud, enfin que l'Asie en général, sauf Japon, pendant cette période, il reste quand même on a le sentiment que cette croissance est fragile, d'autant plus que si on regarde les choses rétrospectivement, on n'a pas l'impression que l'Afrique ait enclenché une trajectoire de développement qui la met durablement à l'abri des problèmes et des régressions. D'accord ? Donc de fait, il semble que l'Afrique est quand même si elle a cru pendant la période qui nous intéresse un peu plus vite que l'Asie, elle va avoir un statut à part. D'autant qu'en fait, la raison pour laquelle l'Afrique a pu croître plus vite que l'Asie, c'est qu'elle n'a pas connu ce phénomène de destruction de son industrie qu'on a vu en Inde et en Chine, sous l'effet de la concurrence occidentale.
De fait, on avait identifié en Inde et en Chine des sociétés qui étaient des sociétés complexes, dans lesquelles il y avait une industrie qui produisait selon le mode du domestic system, mais qui produisait des biens qui permettaient d'alimenter le marché intérieur et qui permettaient d'alimenter une consommation qui faisait qu'on était très au-dessus du niveau de subsistance dans la péninsule indienne au début du XVIIIe ou en Chine. Très au-dessus du niveau de subsistance et aussi très au-dessus du niveau de PIB par tête que l'Europe avait connu à peine quelques décennies auparavant. Bon, et de fait, la raison pour laquelle l'Asie a l'air de stagner dans la période qui nous intéresse, c'est que l'ouverture au commerce occidental, ça a détruit l'industrie locale. Or, en Afrique, il n'y a rien de tel. En Afrique, on part de zéro et donc on pouvait observer une meilleure croissance. Mais justement, ce qui frappe, c'est qu'en Afrique, pour l'essentiel, au début de la période qui nous intéresse, on est dans des économies qui sont des économies de subsistance. Alors, bon, on peut citer qu'autour de Kano, dans la région de Kano, au Nigeria, il y aurait justement une production textile sur le mode du domestic system aussi. Et donc, de fait, il y a des endroits en Afrique où on a des sociétés plus complexes, avec une division du travail plus poussée que dans les sociétés de survie agricole. D'accord ? Mais ça reste extrêmement local. Pour l'essentiel, l'Afrique de 1750, comme l'Australie, comme les îles du Pacifique, comme le Grand Nord eurasien, j'entends la Laponie, la Sibérie du Nord, etc., comme le Grand Nord américain aussi, bon, tout ça vit au minimum de subsistance. Sauf qu'en Afrique, en gros, il y a de l'agriculture, alors qu'en Laponie, on peut difficilement cultiver, donc on est sur un régime de chasse et de cueillette, mais tout ça, ça aboutit à un régime de subsistance. Alors la question, c'est pourquoi est-ce que l'Afrique, on comprend pourquoi il y a un régime de subsistance, par exemple, en Laponie, d'accord ? C'est-à-dire que de fait, vous ne pouvez pas cultiver du blé ou des framboises sur la banquise, ça ne marche pas bien. En revanche, en Afrique, il est possible de cultiver autre chose que des phoques, et des morses, et des ours blancs. Donc, on peut se demander pourquoi l'Afrique n'a pas connu de développement au-delà d'une société agricole qu'on essaiera de caractériser ensuite. Mais en gros, pourquoi est-ce que l'Afrique paraît en retard en matière de développement ? Alors, bon, en fait, il y a des choses qui ne se disent pas d'ordinaire, mais là, il faut les dire. C'est-à-dire qui ne se disent pas d'ordinaire, qui ne se disent pas dans un cadre sérieux. Mais il faut aborder les raisons qui sont les raisons qu'on a couramment. D'accord ? C'est-à-dire que couramment, on va vous dire que si les Africains ne sont pas développés, c'est parce qu'ils sont africains. Article 1. Et puis si on veut aller un peu plus loin et qu'on ne veut pas directement apparaître comme étant complètement raciste, on va essayer d'alléguer autre chose, mais qui revient à peu près au même. C'est-à-dire qu'on va dire que c'est des trucs culturels, ou que c'est le climat, ou je ne sais pas quoi. Bon. Alors, il faut commencer par essayer de regarder ce que sont ces explications qui feraient évidemment très bien sur une page conspirationniste sur Facebook, d'accord ? Mais regardons les choses de près, d'accord ? C'est-à-dire, en gros, est-ce que l'Afrique est l'Afrique parce que les Africains sont noirs ? En fait, ce serait très pratique si c'était le cas, d'accord ? Parce que pour résoudre les problèmes de l'Afrique, il suffirait de peindre les Africains en blanc et il n'y aurait plus de problème. Alors non, parce que le vrai raciste va vous dire que c'est pas la peine de peindre l'Africain en blanc, c'est que même si Michael Jackson s'est teint, il reste noir à l'intérieur. Bon, en fait, c'est là que ça devient intéressant, parce que concrètement, qu'est-ce que c'est qu'un noir, qu'est-ce que c'est qu'un blanc ? Ben, en fait, à part d'alléguer des trucs dont on ne sait pas bien ce que c'est, d'accord ? S'il y a vraiment un problème avec les noirs en tant que noirs, peignez-les en blanc. Non, mais ils sont encore noirs sous la peinture blanche, d'accord ? Mais concrètement, vous aviez dit que c'était le fait qu'il était noir, il ne l'est plus. Oui, mais il est encore noir, d'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire d'être noir ? Est-ce qu'il y a une définition d'être noir à part l'Afrique est sous-développée parce que les Africains sont noirs et en fait ils sont noirs parce qu'ils sont noirs et donc en fait c'est la négritude qui en soi est le caractère du sous-développement. Vous voyez bien que c'est un truc totalement tautologique et dans lequel il n'y a aucune explication de rien du tout à part une espèce d'essentialisme. En fait tout ça est évidemment complètement vide finalement la première démonstration qui a été adressée de la vacuité du racisme et qui a été adressée par probablement la personne dont on s'attendait le moins à ce qu'elle l'adresse, c'est le tsar Pierre Ier de Russie. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Pierre Ier avec son secrétaire particulier, mais en fait il a fait acheter des enfants noirs sur le marché de Constantinople, enfin d'Istanbul, où on vendait des esclaves africains, comme dans une grande partie de l'Empire ottoman. Et il a fait ramener ces enfants à sa cour pour les élever à sa cour, pour montrer qu'en fait, quand vous preniez des Africains et que vous les éleviez à la cour de Russie, bah, comme tous les gens qui sont élevés à la cour de Russie, vous parliez naturellement français, puisqu'on ne parlait pas russe à la cour de Pierre le Grand.
Et donc, et non seulement il les a fait élever à la cour, mais en plus, dans le cas de celui dont on va parler, c'est-à-dire Abraham Hannibal, il l'a fait envoyer en France pour qu'il y apprenne les sciences, les arts, les bonnes manières, etc. Donc il a décidé d'élever des enfants nés en Afrique à la manière de courtisans de la Russie du XVIIIe siècle. Bon, et ça avec le but avoué et explicite, en fait, de montrer la supériorité de l'acquis sur l'inné. Alors, la supériorité de l'acquis sur l'inné, évidemment, si vous prenez un débile profond, vous en ferez pas Einstein, c'est pas le sujet. Mais le sujet, c'est simplement que les humains, ils deviennent ce qu'on les fait devenir. Et donc, c'est ça qu'il a voulu montrer. Et alors, justement, alors, il y avait plusieurs enfants, mais celui qui s'est détaché du lot, c'était Abraham Hannibal, qui a été connu sous le nom du nègre de Pierre le Grand, donc en russe, Ara Pietravili, quoi. Et que un autre de ses surnoms, c'était l'étoile noire des Lumières. Pourquoi? Parce que justement, quand il est venu en France, il s'est présenté et il s'est lié d'amitié avec Rousseau, avec Voltaire, avec beaucoup d'autres, parce que c'était une figure absolument étonnante. Absolument étonnante, parce que non seulement Pierre le Grand en a fait son secrétaire particulier, mais il a aussi fait des études qui ont fait de lui un ingénieur au sens ingénieur militaire, d'accord. En tant qu'ingénieur militaire, c'est-à-dire en gros officier du génie, donc spécialiste des questions de fortification et d'attaque des places fortifiées, il a commandé, il a été général, et donc c'est un type qui a eu une vie extrêmement, qui a eu beaucoup de succès dans sa vie, quoi, ça a vraiment été un grand homme de la Russie de la première moitié du XVIIIe siècle. Et en plus de sa vie déjà pleine d'aventures et remarquable par l'intelligence et la capacité de travail qu'il a démontré, il se trouve que ce type est l'arrière-grand-père du poète Pouchkine. La raison pour laquelle Pouchkine avait les cheveux bruns et frisés, c'était bien sûr que son arrière-grand-père était le nègre de Pierre le Grand. Et donc, je laisserai aux racistes le privilège de raconter que si Pouchkine, qui est pour le coup le fondateur de la langue russe moderne, parce que bien que Pouchkine ait été élevé par des précepteurs qui lui ont appris le français, il a appris le russe de sa nourrice, et c'est lui qui a écrit les premiers textes en russe moderne, et de fait, c'est le russe de Pouchkine qui est la langue de référence. D'accord. Or, vous savez que Pouchkine n'a écrit pratiquement qu'en vers, donc un raciste en bonnet et due forme dirait certainement que Pouchkine, puisqu'il avait du sang noir, avait le rythme dans la peau. Je ne sais pas s'il l'avait dans la peau, mais comme la poésie russe est une poésie essentiellement rythmique, en tout cas, ce qui est certain, c'est que Pouchkine l'avait au bout de la plume. Mais justement, c'est là qu'est toute l'affaire. Est-ce qu'il l'a dans la peau ou est-ce qu'il l'a au bout de la plume? Manifestement, il l'a au bout de la plume parce que c'était son génie, mais aussi son éducation. Voilà. Et donc, les théories racistes du développement sont finalement assez peu convaincantes, enfin même pas du tout convaincantes d'ailleurs, parce que d'abord, cette affaire de race est totalement évanescente, et parce que manifestement, si vous prenez les enfants africains et que vous les élevez à la cour de Pierre le Grand, vous en faites des Russes. Donc, même s'ils parlent français, mais puisque ce sont les usages de cour. Donc ça marche pas, d'accord. Alors, ça marche pas. Si on veut avoir l'air un tout petit peu moins raciste, mais quand même pouvoir continuer à professer des idées racistes, on va dire que c'est pas la faute des Africains en tant qu'ils sont africains, mais que c'est le climat, ma bonne dame, d'accord. Parce que comme vous le savez, le climat tropical est malsain. La preuve, les Africains sont sous-développés, pardon. Mais ça, c'est pas de leur faute. Tout ça, c'est parce que la mouche tsetse et les anophèles, d'accord. Et de fait, on ne peut que reconnaître que la mouche tsetse se porte assez mal dans l'Antarctique, ou même simplement dans la banlieue parisienne, parce qu'il lui faut un climat plus chaud et humide. Et on peut que constater aussi, d'ailleurs, que c'est malheureux, que la déforestation des forêts tropicales, ça crée des marécages, et que dans les marécages, les anophèles prospèrent, et que les anophèles, comme vous le savez, ils transportent le falciparum machin, qui file le paludisme, et que le paludisme, c'est quand même un problème considérable, et en Afrique subsaharienne, et en Amérique centrale. Bon. D'accord, donc c'est pas la faute des Africains, c'est la faute du climat. En fait, cette histoire de cacher le racisme derrière une thèse climatique, c'est en fait très ancien, parce que si vous prenez Aristote, qui est quand même pas exactement un auteur d'avant-hier, puisque je vous rappelle qu'il a vécu au 5e siècle avant Jésus-Christ, Aristote avait déjà inventé la théorie des climats en tant qu'elle justifiait le racisme, en tant qu'elle expliquait le racisme, d'accord. C'est-à-dire que c'est pas la faute des gens en tant qu'ils sont eux-mêmes, mais c'est le résultat des circonstances extérieures que produit le climat qui fait que les civilisations sont comme elles sont. Donc, exemple chez Aristote. Les peuples qui habitent les climats froids, les peuples d'Europe, sont en général pleins de courage. Mais ils sont certainement inférieurs en intelligence et en industrie. Donc ça, c'est pour nous, d'accord. Nous sommes courageux, mais quand même très inférieurs en intelligence et en industrie, comme vous le savez. Et s'ils conservent leur liberté, ils sont politiquement indisciplinables et n'ont jamais pu conquérir leurs voisins.
Ça, c'est la thèse qu'il n'y a que les hommes grecs qui sont, les hommes naturellement, parce que les femmes, vous savez, il n'y a que les hommes grecs qui sont politiques, c'est-à-dire qui s'organisent en cités, d'accord ? Bon, alors en Asie, au contraire, les peuples ont plus d'intelligence, d'aptitude pour les arts, comme chacun sait, Mozart était libanais, mais ils manquent de cœur, et ils restent sous le joug d'un esclavage perpétuel. Ils manquent de cœur, ils manquent de courage, d'accord ? Donc en Asie, c'est les artistes, mais comme c'est les artistes, c'est les tapioles, et comme c'est les tapioles, ils se font dominer par les tyrans. Voilà. La race grecque, qui topographiquement est intermédiaire, réunit toutes les qualités des deux autres. Dans le sein même de la Grèce, les divers peuples présentent entre eux des dissemblances analogues à celles dont nous venons de parler ici. C'est-à-dire qu'en gros, les Grecs du Nord sont plus querelleurs et les Grecs du Sud sont, on ne va pas dire qu'ils sont efféminés parce que c'est des Spartiates. Mais bon, bref, il peut y avoir des différences locales. Mais ici, c'est une seule qualité naturelle qui prédomine. Là, elles s'harmonisent toutes dans un heureux mélange. En gros, c'est le climat qui fait qu'on est plus ou moins rude, plus ou moins artiste. Et donc voilà. Donc voilà n'importe quoi. Alors ça s'appelle en gros le déterminisme géographique en général, c'est-à-dire que c'est dire que c'est les circonstances extérieures qui créent, qui déterminent la manière dont les peuples s'organisent et vivent. Donc sur la base de ce déterminisme géographique, on peut bâtir une théorie des climats comme Aristote l'a fait plus ou moins. Ça justifie les pensées racistes ou nationalistes, ou dans une forme édulcorée, les thèses culturelles dont on va parler au paragraphe suivant. Et ça revient régulièrement, d'accord, parce que c'est une façon d'être raciste sans le dire. Bon, alors, il faut faire attention parce qu'il y a, c'est vrai, des théories des climats un peu différentes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer que Montesquieu, en tant que il a mis en avant justement la théorie des climats, soit proprement raciste, puisque non pas, je dis pas ça parce que Montesquieu est un auteur des Lumières et que les Lumières sont pas racistes, c'est pas ça, mais c'est parce que je sais pas si vous vous souvenez des Lettres persanes. Mais ce que fait Montesquieu dans les Lettres persanes, c'est qu'il raconte une histoire sur la Perse pour nous montrer l'absurdité de ce qu'on vit en France. Et donc Montesquieu est plutôt adepte du relativisme culturel, c'est-à-dire de l'idée qu'il y a des différences qui, en tant que différences, ne valent rien de mieux, enfin il n'y a pas mieux ou plus mal. Il y a simplement des différences, et c'est ces différences qui permettent de comprendre qu'il n'y a pas d'essence de la culture. Et qu'il y a des organisations sociales, et que ces organisations sociales, à un moment donné, elles reflètent des trajectoires historiques, des contraintes sociales, des trucs comme ça, et que tout ça, c'est soluble dans l'histoire, d'une part, et dans la politique, d'autre part. Voilà. Même chez Rousseau, si vous voulez, qui n'est pas exactement un essentialiste et un partisan de la fixité, il y a des éléments de théorie des climats. Dans l'essai sur l'origine des langues, par exemple, il écrit que dans le nord froid et hostile, les premiers mots qui viendraient aux hommes sont « aide-moi », tandis que dans le sud, chaud et langoureux, les premières paroles seraient « aime-moi » et « allons danser ». Bon, alors bref, je pourrais vous recopier tout le livre 14 de la troisième partie de l'Esprit des lois, où justement Montesquieu présente sa théorie des climats, mais je ne vais pas le faire pour une raison simple, c'est que les propos selon lesquels la chaleur est émolliente et la fraîcheur dispose à l'entreprise, tout ça, à mon avis, ça n'a aucun sens. Alors pourquoi ça n'a aucun sens ? Parce qu'on va se donner des contre-exemples, d'accord, pour montrer les limites de ce déterminisme géographique. Alors le contre-exemple en or massif, c'est l'ouverture du livre d'Aaron Adjemolou et de James Robinson qui s'appelle Why Nations Fail, donc pourquoi les nations échouent. Et en fait, le contre-exemple en or massif, c'est que Adjemolou et Robinson considèrent la ville de Tijuana, et la ville de Tijuana, comme vous savez, elle est à la frontière des États-Unis d'Amérique et des États-Unis du Mexique. Et en fait, alors c'est une ville moche, très peuplée, avec plein d'immigrants illégaux, qui évidemment ne peut pas vivre de commerce légal, donc avec plein de criminalité, et donc de fait, c'est pas une ville très attractive. Mais ce qui est manifeste, c'est que ça va beaucoup plus mal au sud de la frontière qu'au nord. Et pourquoi ça va plus mal au sud de la frontière au nord ? Pas parce que les Mexicains mangent des tortillas et parlent espagnol, parce qu'au nord de la frontière, c'est aussi des Mexicains qui parlent espagnol. Mais parce qu'on peut penser que la police au sud est plus corrompue, que l'école au sud fonctionne moins bien, que la perspective de bien vivre, de fonder un foyer ou pas d'ailleurs, ou de faire une carrière d'artiste, ou enfin peu importe, les perspectives de développement personnel qui sont offertes au nord sont plus intéressantes que celles qui sont offertes au sud. Et de fait, ça se passe mieux pour les gens du Nord que pour les gens du Sud. Voilà. Bon, et donc tout ça, c'est ce que Adjemolou et Robinson appellent non pas la culture ou le climat, mais les institutions. Alors, on développera un peu plus longuement un
autre moment. Mais ce qui est manifeste, c'est qu'en tout cas, on ne peut pas expliquer la différence entre la partie nord et la partie sud de Tijuana par le climat, puisque c'est le même, et pas par la culture, puisque c'est la même. Donc ça ne marche pas. S'il fallait d'autres exemples, un peu plus substantiels, ben justement, dans cette Amérique qu'on a déjà visitée en long, en large et en travers, si on regarde quelle était la situation avant l'arrivée des Espagnols, où sont les empires? Où sont les pays vraiment développés localement? Les empires, comme on le sait, ils sont au Mexique. Bon, il y avait des royaumes mayas, ou des empires mayas, ils se sont un peu effondrés, enfin, au XVIe siècle, ils sont déjà en grande partie effondrés. Mais plus au sud, dans la partie andine, en Bolivie et au Pérou, on a un empire inca, qui lui aussi a des difficultés, mais qui est véritablement un empire. Ce qui veut dire une densité de population beaucoup plus élevée que ce qu'on observe partout ailleurs sur le continent, et des réalisations techniques. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce qu'était Mexico, enfin, Tenochtitlan, avant la conquête, mais c'est quand même... Alors, attendez, je vous ai même mis un petit quelque chose. Donc, si on prend l'exemple de Mexico, Tenochtitlan, en fait, quand Cortés arrive, quand les conquistadors arrivent, il y a des dizaines de milliers d'habitants sur cette île qui est une île artificielle au milieu d'une lagune, enfin, d'un lac d'altitude. Comment est-ce qu'on fait une île artificielle au milieu d'un lac? Ben, en fait, comme on fait encore, vous pouvez aller voir la technique qui consiste à faire des radeaux qui flottent sur ce lac, parce qu'il y a encore dans le sud de Mexico, à Xochimilco, il y a encore des jardins flottants comme ça. On cultive des légumes sur des barges, en gros des radeaux de roseaux sur lesquels il y a de l'humus qui se crée naturellement, et on cultive là-dessus. Et de fait, Tenochtitlan, bah, c'est une espèce d'immense plateforme flottante, pas dérivante, mais flottante au milieu d'un lac, accessible par des chaussées, dans laquelle vivent des dizaines de milliers de personnes, ce qui veut dire qu'il y a une adduction d'eau potable pour permettre à tout ce petit monde de vivre. Et puis, au milieu, il y a ce qui est devenu la Plaza Mayor, mais qui est un complexe religieux monumental, dont vous voyez la maquette en bas telle qu'elle apparaît, je pense que c'est au musée d'anthropologie de Mexico. Et cette Plaza Mayor, bah, c'est une série de pyramides à degrés qui sont des édifices majeurs. Bon, donc ça, c'est ce qui est au sud des États-Unis actuellement. Pendant ce temps-là, aux États-Unis, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a des Indiens, qui sont des gens fort sympathiques, mais qui n'ont pas construit d'empire, et qui d'ailleurs, pour une part, viennent tout juste de découvrir l'agriculture. C'est le cas par exemple des Iroquois. Ça veut dire qu'ils ont des méthodes culturales pas du tout avancées. Alors certes, ils construisent des maisons en écorce, mais ça se compare assez difficilement à des villes de 50 000 habitants. Et puis certains, comme vous le savez, des Indiens, par exemple les Cheyennes, ont eu une période agricole, et puis quand ils sont tombés sur les troupeaux de chevaux sauvages, qui étaient en fait les chevaux de l'expédition de Cortés qui s'étaient échappés, qui s'étaient reproduits, bah, ils sont revenus au nomadisme. Et donc de fait, ils sont très en amont du stade de développement de leurs voisins du Sud. D'autant que, ça c'est Mexico, mais je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Teotihuacan. Teotihuacan, c'est une ville encore plus grande que l'était Mexico, qui est à un peu moins d'une centaine de kilomètres au nord de Mexico, où il y a encore un complexe cérémoniel qui fait pratiquement 2 km, avec 2 immenses pyramides qui sont les plus grandes d'Amérique du Sud. La grande pyramide, la pyramide du Soleil de Mexico, c'est quand même une pyramide qui fait 200 mètres de base et 60 mètres de haut, donc c'est... l'emprise au sol, c'est la même que la pyramide de Khéops, la plus grande des pyramides d'Égypte. Bon, alors c'est moins haut, mais ça reste quand même un sacré monument, d'autant que c'est pas un monument isolé. C'est-à-dire qu'il y a une voie sacrée qui fait 2 km, qui est entourée de temples, et où au bout il y a en plus la pyramide de la Lune, qui elle-même fait 45 mètres de haut. Enfin, bon, manifestement, au Mexique, il y a eu des concentrations humaines et des empires qui ont construit des villes absolument considérables. Et donc, elle a expliqué que, vous savez, au sud, ils sont un peu ramollis par le climat, tandis qu'au nord, c'est des entrepreneurs, c'est eux qui font la révolution industrielle. Ça marche manifestement pas du tout dans le cas des Amériques. Bon, et si vous prenez l'Amérique du Sud, bah, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous avez au sud, vous n'avez rien du tout. Dans la forêt amazonienne, vous avez des Indiens qui sont des chasseurs-cueilleurs. Et puis dans les Andes, vous avez les Incas qui vous font Machu Picchu, c'est-à-dire qui savent produire de l'or, qui ont un art extrêmement développé, qui ont construit des villes à 4000 mètres d'altitude, etc. Donc, qu'est-ce que c'est que la théorie des climats dans ces conditions? Bah, ça va être le truc qui va consister à dire « Ah oui, mais vous comprenez, en fait,
ce qui se passe avec les Mexicains, d'accord, mais c'est plus au sud que l'Amérique du Nord, mais en même temps c'est sur le plateau central. Donc la théorie des climats, ça consiste à, c'est pas au sud il fait chaud et au nord il fait froid et donc on se développe au sud parce qu'au sud on peut, on se développe au nord parce qu'au sud on ne peut pas. C'est qu'il va falloir commencer à justifier le fait que oui, mais entre 25 et 32 degrés, alors c'est bien, mais en dessous ça va pas, au-dessus ça va pas non plus. Bon, on entre dans un truc qui paraît quand même largement ad hoc. Si ça suffit pas, on va se donner un deuxième exemple. C'est l'exemple du Japon. Alors le Japon, comme vous le savez, c'est un archipel alors ça dépend de où ils en sont de leur guerre avec leurs voisins, puisque je vous rappelle qu'avant la Deuxième Guerre mondiale, les Japonais, ils avaient quand même la Corée, Taïwan, enfin ils étaient présents sur le territoire de l'actuel Taïwan, que les Occidentaux appelaient Formose, mais aussi la Corée et puis une partie des îles Sakhalin, donc qu'eux n'appellent pas Sakhalin d'ailleurs, naturellement, puisque ils les appellent Karafuto, d'accord. Mais donc ce sont des îles qui ont été récupérées par les Soviétiques à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Mais donc l'archipel, si on va dans leur possession actuelle du sud, c'est-à-dire la dernière île des Ryukyu, donc à Teruma, jusqu'à Hokkaido, ça fait pratiquement 2000 km. 2000 km du nord au sud. Bon, et donc on a à peu près tous les climats qu'on voudrait, puisque Hokkaido c'est un climat tempéré froid. On y a organisé des Jeux Olympiques d'hiver quand même pour mémoire. Et en revanche, les Ryukyu, c'est vraiment un climat tropical. Il y a des bananes et des ananas qui poussent, d'accord. Donc dans le même pays, vous avez du ski et des ananas et des bananes. Bon, question, puisqu'on a tout ce qu'il faut, où est-ce que c'est que la révolution industrielle a démarré? Alors en plus, on pourrait dire que, à l'imitation des Anglais, c'est intéressant parce que dans l'île du Nord, la grande île du Nord, Hokkaido, non seulement on a un climat qui est en gros le climat de l'Europe du Nord, mais en plus, on a la principale mine de charbon du Japon, qui est la mine de Yubari. Bon, donc est-ce que c'est là que se développe la révolution industrielle? La réponse non, pas du tout. En fait, la révolution industrielle se développe à l'extrême sud de l'archipel principal, d'accord. De fait, on a 4 îles, vous savez. Donc la grande qui s'appelle Honshu, celle du sud qui s'appelle Kyushu, où justement va se développer la révolution industrielle, Hokkaido au nord, et Shikoku qui est la petite au milieu. Et puis après, on a donc un long chapelet d'îles qui va jusqu'à Taïwan, d'accord, et qui va très au sud. Bon, et donc en fait, là où va se développer la production d'acier, qui sert à faire des armes, bah, c'est essentiellement dans le sud, d'accord. C'est-à-dire donc dans cette île du sud qui est Kyushu, et puis à l'extrême sud de Honshu aussi. Bon, donc ça, c'est pas ça qui fait 2000 km, d'accord. Mais figurez-vous que là, ce que vous voyez en fait au sud de l'île du Sud, en fait, il y a un archipel qui démarre et qui va jusqu'à Taïwan, et donc qui va sur plus de 1000 km. Bon, alors, concrètement, pourquoi est-ce que ça se développe au sud? Ben, ça se développe au sud, en fait, parce qu'il y a des daimyo, il y a des seigneurs féodaux, qui décident d'expérimenter la production de fer avec des méthodes modernes. Et puis, ce qu'ils comprennent, c'est que l'organisation politique du Japon ne permet pas de se développer correctement. Et vous savez quel est le détonateur pour les Japonais du désir de développer le pays? C'est l'histoire de... Pardon? Alors, ça viendra dans un second temps. Mais c'est une bonne chose de présenter effectivement les choses comme ça, parce que dans un premier temps, en fait, le Japon est complètement fermé depuis le XVIe siècle. C'est-à-dire qu'il n'y a plus que les ports du Sud qui communiquent avec le... Il n'y a plus en gros que Nagasaki et Kagoshima qui communiquent avec la Chine et avec les Occidentaux. Tout le reste du Japon est fermé, et les Américains envoient des navires de guerre dans les années 1860 pour, exactement comme on l'a fait d'abord en Inde et puis en Chine avec la guerre de l'opium, pour obtenir l'ouverture des frontières douanières pour pouvoir venir vendre leurs marchandises. Et là, les Japonais ont compris le truc, ils savent que s'ils ouvrent les frontières douanières, ils sont morts. Parce que les Américains vont venir vendre leurs produits, l'industrie locale va s'effondrer, et ils vont devenir un pays agricole, et ils deviendront un pays esclave. Et donc, les samouraïs du Sud, enfin les daimyo du Sud, comprennent qui voient les Américains avec les bateaux noirs. Les bateaux noirs, c'est en fait les navires cuirassés en métal. Les Américains, les samouraïs du Sud comprennent qu'il n'y a absolument pas question de lutter contre ces mecs-là en l'état actuel, mais que si on veut pouvoir lutter contre les Occidentaux,
eh ben, il faut développer une armée moderne, c'est-à-dire avec des canons et des navires de guerre. Mais pour faire ça, il faut développer une production industrielle. Or, le gouvernement impérial, qui à l'époque est à, je ne sais même plus s'il est à Kyoto ou à Edo, il me semble qu'il est encore à Kyoto, le gouvernement impérial, c'est en fait, d'ailleurs l'empereur ne fait rien, l'empereur a un rôle essentiellement religieux. Celui qui dirige le pays, c'est le shogun. Donc le gouvernement du shogun, c'est-à-dire le Bakufu, est complètement opposé à, enfin, pas intéressé du tout par un développement économique. Et donc c'est les samouraïs du Sud, essentiellement les samouraïs des domaines de Shoshu et de Satsuma, qui vont s'organiser pour faire la guerre au shogunat, enfin pour faire la guerre au shogun, et imposer un empereur qui, lui, va accepter de changer les choses. Et alors, bon, c'est dommage maintenant, mais il y a eu cet hiver et jusqu'au mois de février une très chouette exposition au musée Guimet justement sur la période Meiji, sur la manière dont les Japonais enfin, dont le Japon s'est modernisé à la suite de la chute du shogunat et de la réformation de l'empire. C'est très intéressant du point de vue de la transformation sociale, parce qu'en fait, en gros, ce que les politiques japonais ont organisé autour de l'empire, ça a été une transformation radicale de l'aristocratie terrienne. En gros, on a confisqué les terres, on les a redistribuées ensuite on a refait une réforme agraire, mais comme il ne fallait pas spolier les samouraïs, ceux qui possédaient la terre, ce qu'on a fait, c'est qu'on les a payés avec des emprunts d'État qui leur ont permis de toucher le revenu de ces obligations, qui étaient donc un revenu, ils avaient un revenu financier, et certains de ces samouraïs ont investi une partie de la vente de ces obligations d'État dans le développement économique. Par exemple, le conglomérat Mitsubishi, c'est essentiellement le résultat de la conversion à l'industrie d'une grande famille de daimyo du Sud. Bon, alors ensuite, tout le reste du développement économique va se faire autour de la région de Edo, enfin devenue Tokyo, pas parce que il y a plus de potentiel autour de Tokyo, qui est donc plutôt au nord, mais pour des raisons politiques. C'est-à-dire qu'en fait, comme c'est le gouvernement impérial qui va mener à bien le développement économique, il va se faire autour de la capitale. Mais de fait, l'impulsion initiale et le développement initial de l'industrialisation, et ceux qui vont constituer les premières élites, et qui vont continuer à les constituer chez Mitsubishi, c'est les samouraïs du Sud, et pas du tout les lettrés du Nord. Bon, et puis en Chine, on pourrait dire la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la région où se développe... certes, il y a eu un développement industriel de la Mandchourie, parce qu'il y avait du charbon donc de la région de Harbin après Mao. Mais aujourd'hui, la région qui est dynamique, c'est Shanghai. Alors, les gens vont dire Shanghai, c'est pas le Sud, parce que le Sud, ça commence à Nankin. D'accord, mais Shanghai, c'est quand même plus au Sud que Pékin. Et c'est pas Pékin qui se développe, c'est pas Pékin qui est la région d'industrialisation. Donc, on peut continuer à l'infini. C'est-à-dire qu'en fait, on va trouver autant de contre-exemples qu'on veut à la théorie des climats. C'est pas le fait d'être au sud qui fait que, et d'avoir un climat plus chaud et plus humide qui fait qu'on ne se développe pas. En fait, bon, dans le cas de l'Europe, c'est apparu comme ça, et encore à un moment donné, parce que le sud de l'Europe s'est développé plus vite que le nord, et puis il y a un moment donné où c'est le nord qui a été plus vite que le sud. Bon, bref, cette théorie des climats n'a juste aucun sens, c'est juste une coïncidence historique, d'accord ? C'est comme si vous jouiez à pile ou face pendant 1 million de coups avec quelqu'un et que 5 fois d'affilée, vous y arrivez pile et que vous disiez « Ah, la pièce est telle qu'elle fait toujours pile ». Ça ne marche pas. C'est pas là que sont les causes. Donc de fait, la théorie des climats, c'est plaisant, ça fait des discussions de salon si vous voulez, mais ça n'a aucun fondement scientifique et ça n'explique rien. Donc il faut chercher ailleurs. Alors, chercher ailleurs, qu'est-ce qu'on va faire ? Ah, bah alors... Évidemment, la quintessence raffinée et subtile du racisme, c'est de parler de la culture, d'accord ? C'est-à-dire que, parce que là, pour le coup, une fois que vous parlez de la culture, vous pouvez justifier que les Africains peints en blanc restent des Africains. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez avec les Africains, ça restera toujours des Africains. Et donc s'il y a le moindre problème, c'est parce qu'ils sont Africains. Et donc pourquoi qu'est-ce que c'est parce que c'est dans la culture des Africains, vous comprenez, c'est la tradition, c'est leur manière d'être, et voilà. S'ils sont comme ils sont, c'est parce qu'ils sont comme ils sont. Et effectivement, quand on a dit ça, on comprend qu'on a beaucoup avancé du point de vue analytique. S'ils sont comme ils sont, c'est parce qu'ils sont comme ils sont. Ça nous permet de tracer une voie vers un avenir totalement différent. Bon, alors pourquoi de toute façon, tout ça, c'est des conneries, une fois de plus, et pourquoi dire que les Africains n'utilisent pas la moissonneuse-batteuse ou les appellations d'origine contrôlée pour les fromages au lait cru, ça nous avance considérablement, n'est-ce pas ? Mais pourquoi ça sert à rien ? C'est parce que si on regarde même simplement l'organisation de l'agriculture vivrière en Afrique, ce qu'on constate, c'est que les plantes qui sont cultivées, elles ont changé avec le temps.
Elles ont changé pourquoi? Alors ça dépend des endroits. Mais par exemple, en gros, plutôt la côte est de l'Afrique, elle a en fait bénéficié de ces échanges économiques avec l'océan Indien pour importer des plantes qui n'étaient pas cultivées, mais qui sont maintenant devenues des plantes de culture commune dans l'agriculture vivrière depuis le 6e, le 8e, le 10e siècle. Donc c'est quoi ces plantes? C'est les bananes. Alors bien sûr, il y a des variétés de bananes qui sont endogènes, qui ont été cultivées, parce que la société africaine la plus complexe, c'est celle des hauts plateaux éthiopiens, qui en gros, dès le 10e siècle avant Jésus-Christ, qui en fait a sa révolution néolithique propre, vraisemblablement, et son organisation sociale propre. Révolution néolithique propre, ça veut dire qu'en Éthiopie, il y a des espèces végétales qui sont cultivées nulle part ailleurs. C'est quoi? C'est des formes de bananes qu'on appelle les N7, et c'est des bananes naines en fait. Mais elles ne sont pas apparentées, elles sont apparentées de manière très distante aux bananes que nous connaissons. Et les bananes que nous connaissons, que ce soit qu'elles soient sucrées, ce qu'on appelle les bananes, ou qu'elles soient salées, qu'on les prépare de manière salée comme les plantains, qui ne sont pas consommables crus, parce qu'elles ne sont pas bonnes, ça vient pas, c'est pas une évolution de l'N7, c'est des variétés qui ont été développées et cultivées ailleurs, essentiellement en Asie, et qui sont arrivées par l'Est. De la même façon, sur les hauts plateaux éthiopiens, il y a une céréale, une graminée qui s'appelle le teff, avec lequel on fait des crêpes, et qui n'est cultivée qu'en Éthiopie, et qui est très intéressante aujourd'hui, parce qu'en fait, il n'y a pas de gluten dedans. C'est une des rares céréales avec zéro gluten. Donc, c'est une des rares céréales quasi panifiables, du moins qui permettent de faire la même chose que ce qu'on mange chez nous, mais sans gluten. Bon, je ferme la parenthèse. Donc de fait, les bananes, mais aussi les patates douces, le taro, qui est un autre tubercule, d'accord, et les pois, l'essentiel de ce qui est pas les pois bambara qui sont apparentés aux cacahuètes, mais les pois, ça vient d'Asie. Bon, et puis en fait, avec la découverte des Amériques, ont aussi été importés en Afrique le tabac, le maïs, l'arachide, le cacao, et y compris le manioc qui est la base du régime alimentaire de beaucoup de régions d'Afrique de l'Ouest. Et donc, alléguer de la tradition immuable, immémoriale, etc., et puis constater qu'en fait, on a des cultures qui sont fondées sur le manioc, qui n'est pas une plante autochtone, mais qui a été importée il y a 3 siècles, ça prouve bien que l'explication culturaliste, l'explication de l'immuabilité n'a aucun sens. L'alimentation étant quand même la base de la culture, si vous pouvez changer d'alimentation, c'est que vous pouvez changer de culture. Bon, alors, d'ailleurs, c'est ce qui conduit certains véganes à expliquer que finalement, c'est pas grave si en France on arrête de manger de la viande, puisque c'est pas du tout ce qui définit la culture nationale. Comme chacun sait, la cuisine française, c'est pas la viande. Et donc, on pourrait renoncer à l'alimentation carnée sans renoncer à la culture nationale. Donc, tout cela était naturellement une blague. Mais si j'en reviens à mon affaire de théorie culturaliste, on peut continuer à l'infini. C'est-à-dire que dire que la cause de l'état des choses, c'est la culture, c'est simplement dire que les choses sont comme elles sont parce qu'elles sont comme elles sont. Voilà. Donc on est content, mais de fait, naturaliser la culture, c'est-à-dire dire que la culture est un fait de nature ou dire que la culture s'impose, c'est une aimable manière de dire qu'on ne peut rien changer. Et ceux qui disent que l'Afrique est comme elle est parce qu'elle est immuable, c'est simplement qu'ils n'ont pas envie de l'avoir changée. Et alors après, je ne dis pas que c'est simple de la faire changer, mais de fait, c'est simplement un discours fataliste, quoi, d'accord, qui peut renvoyer le fatalisme aux Africains, mais ça reste un discours raciste. Bon alors, pourquoi ça ne va pas les discours naturalistes? Tout simplement parce que justement, ce qui caractérise l'homme, c'est d'être un animal culturel. Je généralise les 2 définitions aristotéliciennes. Aristote dit, parce qu'Aristote n'était pas seulement un raciste esclavagiste, d'accord, c'était aussi un philosophe. Et dans les définitions qu'il donne de l'homme, il dit que l'homme est un animal politique, c'est-à-dire que c'est un homme qui s'organise, qui organise sa vie sociale. Politique, ça veut dire l'homme de la cité, donc c'est celui qui construit les institutions représentatives, ou pas d'ailleurs, puisque ça peut être une démocratie directe, mais qui s'organise par le langage. Et donc la deuxième chose, c'est que c'est un zoon logikon, c'est l'animal du langage. Donc ce qui caractérise l'homme, c'est le langage et l'organisation sociale. Donc c'est 2 faits de culture. Et donc vouloir naturaliser les institutions humaines, alors que c'est des faits de culture, la caractéristique des faits de culture, c'est qu'ils évoluent. Nous n'avons pas la même culture que nos parents. D'ailleurs, vous n'avez pas la même culture que vos parents, qui sont moi.
Et je n'ai pas la même culture que mes parents, croyez-moi. La France a bien changé. Il n'y a plus de foire aux bestiaux à La Rochefoucauld le troisième jeudi du mois, d'accord? Donc c'est quand même que... Bien sûr que la France éternelle, béret basque et baguette, mais il reste, enfin, il y a quand même des choses qui changent. Et pour l'Afrique, c'est pareil. Bon. Alors la question quand même de pourquoi est-ce que l'Afrique est l'Afrique et pourquoi est-ce qu'elle est dans la situation économique qu'elle connaît. Donc à défaut de dire quoi que ce soit d'intéressant quand on allègue de la culture ou de la race ou du climat, de quoi est-ce qu'on pourrait parler? Ben, en fait, ce qui est quand même très extraordinaire quand on considère l'Afrique avant l'arrivée des Blancs, c'est en gros que c'est une terre où il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que, en gros, les ressources naturelles sont d'une abondance illimitée par rapport à la population, y compris les terres arables. Comme les ressources naturelles sont illimitées, bah, il n'y a aucun fondement à aucune exploitation d'aucune sorte. Parce que de fait, si on vous enquiquine, vous prenez votre baluchon et vous allez plus loin et vous allez retrouver exactement la même terre dans la quantité que vous pouvez vouloir. Et donc, de fait, il n'y a pas de fondement à la construction d'un ordre politique, parce qu'il n'y a pas moyen de faire un prélèvement. Il n'y a rien qui justifie un prélèvement sur autrui. Alors, le problème de ça, c'est qu'en contrepartie, il n'y a rien qui justifie d'économiser du travail ou d'économiser des ressources naturelles. Et donc, l'Afrique, c'est un lieu de production, enfin, c'était, avant l'arrivée des Occidentaux, le lieu de la production extensive par excellence, c'est pas de la production intensive. Et donc, il n'y a absolument pas matière à utiliser des techniques qui économisent ni les ressources naturelles, ni le travail humain. Bon, donc, de fait, c'est pourquoi l'industrie ne s'est pas développée en Afrique avant. Pourquoi est-ce qu'elle ne se développe pas après? Ben, on est complètement hors programme. Mais si vous voulez le savoir, c'est très élégamment écrit dans le livre de Allen. C'est en gros la série de cercles vicieux qui font que, justement, l'accumulation ne fonctionne pas en Afrique à l'heure actuelle. Enfin, elle ne fonctionne pas depuis les indépendances, pas mieux qu'elle fonctionnait sous le régime de la colonisation ou de l'esclavage. Bon, donc, à défaut en fait de fournir intégralement les explications d'Allen, parce que ce n'est pas dans notre programme, d'ailleurs aussi bien en amont, puisque lui il revient aussi sur le développement de l'Afrique depuis, enfin lui il fait depuis le néolithique jusqu'à aujourd'hui, d'accord, en 15 pages. C'est dense. Nous on va se concentrer sur notre période. Alors sur notre période, ce qui est intéressant, c'est que dans un premier temps, bon, on peut faire une espèce de caricature de l'Afrique précoloniale, et même d'ailleurs d'une partie de l'Afrique pendant la colonisation, grâce au récit des anthropologues, et en particulier il y a un célèbre africaniste anglais qui s'appelle Cyril Darrell-Ford, qui a vécu dans des villages de ce qui est le Nigeria actuel, et qui en a fait des descriptions extrêmement précises. Et donc on peut connaître à la fois les méthodes culturelles et l'organisation sociale des régions où Darrell-Ford a vécu. Et en particulier, il s'est intéressé au village d'Oumor, qui est un village de planteurs, enfin d'agriculteurs qui vivent dans une région qui fait une centaine de kilomètres carrés, et où en gros ils mettent en valeur ils peuvent utiliser la centaine de kilomètres carrés qui entourent le village, mais ils ne cultivent pas tout en même temps, parce qu'ils n'en ont pas besoin. Donc ce qu'ils font, c'est qu'en gros, par saison, ils cultivent à peu près 8 kilomètres carrés pendant une saison, et puis après, ils laissent ça retourner à la friche, le temps que le sol se reconstitue, d'accord. Donc de fait, la population est extrêmement peu dense, et dans cette Afrique éternelle, entre guillemets, enfin on a vu ce que éternel voulait dire, c'est en fait pas grand-chose. Mais dans l'Afrique vue par Darrell-Ford, il n'y a pas du tout de contrainte sur la surface mise en valeur, parce que même si la population augmente, soit qu'il y ait des migrations, soit qu'il y ait de l'accroissement naturel, bah, la surface est suffisamment importante pour qu'on puisse cultiver plus, pour qu'on puisse mettre plus en valeur. Mais donc sur la surface qui est mise en valeur dans ce village, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on produit? Bah, comme vous le voyez, c'est intéressant ma fenêtre. On produit en fait un régime de subsistance, comme vous en connaissez. Alors, j'ai pas traduit, d'accord, mais on produit des ignames, on produit des pois, on produit des courges, on produit des okras. Bon, les ignames, c'est des racines, d'accord, des tubercules. Les pois, c'est une variété de pois qui vient d'Asie, mais qui est locale, enfin qu'on ne cultive pas en Europe. La viande, elle est achetée, comme on va le voir. Les courges, c'est peu importe les variétés. Les okras, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est.
Les okras, c'est des légumes un peu longs. Ça ressemble à des piments, en fait, sauf que c'est doux et plus charnu que les piments. Et ça pousse sur des arbres qui ne sont pas de la famille enfin, des arbres. C'est des plantes annuelles qui ne sont pas de la même famille que les capsicums, que les piments. Parce que les piments, c'est les solanacées, c'est la famille des tomates. Alors que les okras, c'est les malvacées, c'est la famille des mauves ou des hibiscus. Donc les plantes qui portent les okras, elles ont des fleurs qui ressemblent à des fleurs d'hibiscus. C'est vachement joli. Hein. Ou d'hibiscus ou de rose trémière, si vous voulez. De l'huile de palme, alors en fait, en anglais, on dit palm oil à la fois pour l'huile de palme et l'huile de palmiste. La différence entre les deux étant que l'huile de palme, c'est le fruit qui est pressé, alors que l'huile de palmiste, c'est le noyau qui est pressé, d'accord. Du vin de palme. Bon, mais... et ça produit quoi? Ça produit 2000 calories par jour et 30 grammes de protéines par jour. Donc c'est le régime auquel dont on a déjà parlé, qui est le régime de barebone subsistence, d'accord. Donc c'est le minimum vital. Donc de fait, la production agricole de ces communautés villageoises du Nigeria des années 30, ça permet d'obtenir le niveau de subsistance. Alors, à ceci près quand même, si on fait la comparaison avec l'Europe du XVIIIe siècle, enfin du moins avec les parties de l'Europe du XVIIIe siècle qui vivent au minimum de subsistance, je ne parle pas des Anglais ou des Mexicains qui vivent mieux, comme on a vu, ou des Nord-Américains bien sûr, donc, à ceci près que ce régime alimentaire a l'air quand même plus diversifié que le pauvre des villes ou des campagnes du XVIIIe siècle européen qui ne bouffe que du pain, un peu de légumes secs et pas beaucoup de viande. Là, on a quand même un certain nombre de légumes diversifiés. D'accord. Bon, donc on a une alimentation un peu plus diverse, et donc un peu plus riante, même si ça ne vous excite pas particulièrement. Donc minimum de subsistance, ça c'était le premier point. Deuxième point, ce que vous voyez, c'est qu'il y a aussi de la production qui est faite pour la vente. D'accord. Et qu'est-ce que c'est qui est fait pour la vente? De l'huile de palme, des palm kernels, des noyaux qui permettent de presser pour faire de l'huile de palmiste, puisque, en gros, on a les noyaux, mais on n'a pas les méthodes, parce que pour presser les noyaux, il faut des presses hydrauliques, d'accord. Donc on va vendre les noyaux. Du vin de palme qui est aussi vendu. Alors, donc vous voyez qu'il y a une différence entre ce qui est vendu localement et ce qui est vendu pour l'export. Et là, on parle de 1930. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on est quand même en 1930 au Nigeria, on n'est pas dans un mode de production où on produit tout en autoconsommation, on produit la subsistance et on a une production marchande qui est destinée à être vendue pour pouvoir se procurer des biens de consommation autres, comme la viande, justement, qui n'est pas produite localement, parce qu'il n'y a pas d'intégration de l'élevage, ou le vêtement. D'accord. Bon, alors, ce qu'on peut se dire, c'est que, à part modulo cette production qui a une visée commerciale en 1930, donc modulo cette production qui a une visée commerciale en 1930, on a l'impression qu'on saisit, avec cet exemple nigérian, donc de la région d'Yako, le symbole de ce qu'aurait été l'Afrique pendant les 35 siècles précédents. C'est en gros depuis la révolution néolithique jusqu'à très avant dans la colonisation, on a l'impression que l'Afrique c'est ça. C'est des communautés villageoises qui produisent leur subsistance avec des échanges limités avec l'extérieur. Mais il y a des petits échanges commerciaux mais qui sont limités. Il y a des échanges commerciaux qui sont véritables. Il y a des routes commerciales en Afrique, mais ce n'est pas une civilisation qui est tournée vers le commerce, c'est une civilisation agricole qui est tournée vers la subsistance. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que ça se poursuit pendant la période coloniale, mais après tout, c'est ce qu'on a vu aussi au Mexique, d'accord. C'est qu'on a vu que quand il n'y a pas assez de blancs pour exploiter les indigènes, bah, les indigènes, ils vivent leur vie, quoi, d'accord. Alors, est-ce que c'est pour autant le cas en Afrique? Bah, justement, ce que montre Allen, c'est que il faut se garder des clichés, parce que en Afrique, il y a deux formes d'organisation sociale qui sont distinctes. C'est-à-dire qu'il y a certes cette forme d'organisation sociale villageoise, autonome, qu'on va appeler la chefferie. C'est une forme relativement égalitaire, alors même s'il y a des différences et même s'il y a un chef, le chef en général, il s'est imposé par la persuasion. Je dis la persuasion au sens large, d'accord, c'est-à-dire qu'on n'a pas organisé des élections avec des bureaux de vote, des bulletins de vote imprimés, c'est pas ça. Ça exclut pas qu'il y ait de la manipulation, de l'invocation des ancêtres. On va dire, la persuasion, ça peut passer par plein de choses, d'accord, y compris par faire peur, parce que la nuit, il y a des bruits bizarres. Enfin, mais en tout cas, le chef ne s'impose pas par la force, et il ne produit pas des institutions inégalitaires. En fait, ce qui est intéressant dans cette organisation de la chefferie, c'est qu'en fait, pour l'essentiel, c'est ce qui fait rêver les gens des Lumières. Et en particulier Jean-Jacques Rousseau, quand il écrit
son discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Pourquoi? Si vous vous souvenez du début du discours sur l'origine de l'inégalité, c'est le premier qui, ayant enclos un terrain, s'avisait de dire « ceci est à moi », et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. Que de crimes, que de guerres, de meurtres, que de misère et d'horreur n'eût point épargné au genre humain celui qui, arrachant les pieux ou comblant le fossé, eût crié à ses semblables « Gardez-vous d'écouter cet imposteur, vous êtes perdus si vous oubliez que les fruits sont à tous et que la terre n'est à personne. » En fait, c'est ça qui se passe en Afrique. Comme on l'a vu, il y a de la terre suffisamment abondante pour tout le monde, et donc si le chef devient abusif, les gens s'en vont. Ils vont se planter 30 km plus loin, et puis il n'y a personne pour les emmerder. Et pour leur imposer, ceci est à moi. Et donc, de fait, il y a dans l'Afrique un truc qui touche l'imaginaire naturaliste des Lumières occidentales, qui est que c'est ça l'état de nature. L'état de nature où il n'y a aucune contrainte. Et où donc le chef est débonnaire, aimé de tous, parce que le mauvais chef, les gens s'en vont. Un peu d'ailleurs, alors il y a ça en Afrique, il y a ça aussi chez les Iroquois. C'est-à-dire qu'en gros, dans ces sociétés où il n'y a pas une organisation sociale différenciée, finalement tout le monde est cultivateur, il y a l'idée d'un idéal démocratique et d'une absence de contraintes, parce que si vous me contraignez, je m'en vais. Bon, seulement l'Afrique, c'est pas que ça, d'accord. D'abord parce qu'il peut y avoir la manipulation, mais aussi parce que il y a des sociétés, il y a des organisations sociales complètement différentes, il y a des sociétés esclavagistes en Afrique. Et ces sociétés esclavagistes, elles règnent donc par la force et par l'exploitation des esclaves. Il y a une classe de guerriers qui exploitent les esclaves. Alors, le problème, c'est qu'on vient de dire, il y a des terres en quantité illimitée. Donc, comment est-ce qu'on peut exploiter les esclaves? Parce que les esclaves, si vous les maltraitez, ils s'en vont. Et puis, s'ils s'en vont, vous n'avez plus d'esclaves et donc vous êtes obligé de travailler. Et d'ailleurs, c'est l'expérience que vont faire les colons européens quand ils vont arriver. C'est que c'est pas facile d'exploiter les Africains, parce que les Africains, ils sont chez eux, et si on les emmerde, ils se cassent. Ils repartent dans la nature, et on n'arrive pas à les exploiter. D'ailleurs, un peu comme c'est ce que les colons européens avaient trouvé au Brésil, c'est-à-dire que les Indiens d'Amazonie, vous ne pouvez pas les forcer à travailler, parce que si vous essayez de les réduire en esclavage, s'ils n'ont pas de chaîne, ils s'échappent. C'est pour ça qu'on a importé des Noirs d'Afrique, là où il n'y avait que des Indiens. C'est pour ça, en revanche, que dans les empires centraux, si je puis dire, enfin du Mexique aux Andes, là, on a des peuples qui ont l'habitude de la domination politique et qui se laissent dominer. Mais ce n'est pas le cas partout. Alors, comment on peut faire fonctionner l'esclavage en Afrique? On fait fonctionner l'esclavage en Afrique en faisant des guerres esclavagistes et en allant chercher les esclaves suffisamment loin pour que quand on les ramène, ils soient perdus. Qu'ils ne parlent pas la langue et donc qu'ils ne puissent pas communiquer entre eux et qu'ils ne connaissent pas la nature environnante et donc qu'ils ne soient pas tentés de fuir dans cette nature. Donc, de fait, une économie d'esclavage, ce n'est pas facile à mettre en œuvre. C'est-à-dire que pour exercer la domination, il ne suffit pas de le vouloir. Il faut l'organiser. Bon. Et alors, donc il y a des sociétés esclavagistes en Afrique même avant l'arrivée des colons occidentaux, et de fait, elles reposent sur une guerre qui permet d'aller chercher les esclaves. Parenthèse, en Amérique centrale aussi, il y avait des guerres dites guerres fleuries qui permettaient d'aller chercher non pas les esclaves, mais ceux qu'on va sacrifier aux dieux. D'accord. Bon, je ferme la parenthèse. Il n'est pas exclu qu'il y ait eu des sacrifices humains dans la Gaule pré-romaine aussi, d'accord. Enfin, on sait qu'il y en avait, on sait qu'il y a des sacrifices humains sur le territoire de ce qui est devenu la Gaule, parce qu'on a des restes d'ossements dont on pense qu'ils ont subi des mutilations telles que c'était des sacrifices, mais il n'est pas exclu que ça ait continué jusqu'à la période juste avant la conquête romaine, d'accord. Donc, c'est pas la peine de dire que l'horreur est chez les autres, elle était aussi chez nous. Enfin, du moins, pour autant que nous descendons des Gaulois, parce que entre-temps, il y a eu les Romains, les Burgondes, les Alamans, les Francs, enfin bref, vous connaissez le mélange dont nous sommes issus. Bon, mais donc, il y a de l'esclavage en Afrique, il y a un esclavage endogène, en quelque sorte. Et puis cet esclavage endogène, il initie aussi des routes commerciales. Pourquoi? Parce que les Africains, enfin, ceux qui pratiquent la guerre esclavagiste, se rendent compte assez rapidement qu'il y a de la demande pour leurs esclaves. Il y en a depuis l'Antiquité. C'est-à-dire que déjà, les Romains achetaient des esclaves à des marchands d'esclaves qui venaient d'Afrique subsaharienne, à une époque où le Sahara était pas cultivable. Mais vous savez qu'il y a des villes romaines très au sud de la Tunisie et de la Libye actuelle qui jouissaient d'un climat quand même différent, puisqu'il y avait de l'agriculture beaucoup plus au sud. Le désert a avancé depuis l'époque romaine. Donc c'était plus simple de traverser le Sahara parce qu'il était plus petit. Mais
on le traversait déjà pour vendre des esclaves au nord. Et puis, de fait, l'expansion du califat abbasside, par exemple, a simplement augmenté le marché. Et il y a eu un marché considérable qui a duré jusqu'à l'Empire ottoman pour les vendeurs d'esclaves africains en Afrique du Nord. Et dans le Golfe, il y avait des clients. Quand je dis jusqu'à l'Empire ottoman, même, l'abolition de l'esclavage en Arabie Saoudite, c'est 1969. Donc je pense que le commerce des esclaves, ça a duré jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, et puis il y a encore des cas d'esclavage, mais ça ne fait plus l'objet d'un commerce à grande échelle comme ça a pu être le cas. Bon, combien de centaines de milliers, combien de millions d'esclaves ont été vendus en Afrique du Nord et dans le Golfe? Ça se compte effectivement en millions. Et c'est probablement pas loin de la dizaine de millions si on compte les 1000 ans, en gros, qui suivent l'essor du califat abbasside. C'est probablement comparable en termes d'ordre de grandeur avec la traite des Noirs à destination des Amériques. Mais, à la différence de la traite des Noirs à destination des Amériques, ça s'étale justement sur plus de 1000 ans, alors que la traite des Noirs à destination des Amériques, c'est à peine 2 siècles et demi. Donc de fait, le développement du commerce, enfin le développement de l'esclavage pour fournir en main-d'œuvre les Amériques, ça a intensifié très fortement le dépeuplement de l'Afrique. Parce que là, le commerce des esclaves est devenu rentable, mais il est surtout devenu très massif. Donc ça a intensifié le dépeuplement de l'Afrique. Et évidemment, de la même façon que ceux des Européens qui partaient aux Amériques pour y faire fortune, c'était pas les plus malins et pas les plus cons, les gars qui achètent des esclaves, ils n'achètent pas les pieds beaux et les bossus, hein, ils achètent les gars en bonne santé et qu'on les vif. Donc de fait, le commerce des esclaves, ça a dépeuplé l'Afrique potentiellement d'une force de travail en bonne santé. C'est quand même ça qu'il faut voir dans l'effet de l'esclavage. Alors quel est l'impact de ça sur le développement de l'Afrique? C'est difficile à mesurer, mais on se doute que ça n'a pas été très favorable. Voilà. Alors, ça n'a pas été très favorable, non seulement parce que donc, ça a privé l'Afrique de ce qui aurait pu contribuer à son développement, mais aussi parce que ça a entretenu une guerre, justement des guerres d'esclavage, tout au long de la période moderne, où, alors c'est vrai qu'en Europe il y a la guerre aussi, d'accord. On a parlé de la guerre de 7 ans, mais avant ça, on a les guerres de Louis XIV, il y a des guerres incessantes en Europe continentale au XVIIe au XVIIIe siècle. Mais ces guerres, puis les guerres napoléoniennes ensuite. Là, on a le sentiment quand même qu'en termes d'impact démographique, les guerres d'esclavage, c'est terrible parce que c'est probablement un nombre de pourcents pas négligeable de la population mâle en bonne santé qui est capturé. Alors, c'est pas on tue 1% de la population, c'est on capture les 10% des mâles les plus beaux spécimens pour les envoyer travailler ailleurs. C'est quand même pas bon. En plus, on entretient la guerre, et la guerre, c'est pas idéal pour développer l'instruction primaire, secondaire, les universités, etc. D'accord. On entretient un climat qui n'est pas le bon. Alors, ensuite, le cliché qu'on a, c'est que, au moment où on abolit l'esclavage, pof, c'est la colonisation, les Européens arrivent. En fait, ça ne se passe pas exactement comme ça. Parce que l'intégration de l'Afrique dans le commerce international, elle n'est pas l'effet de la colonisation, elle en est plutôt la cause. C'est-à-dire que, en fait, les Blancs ont commencé à s'intéresser à l'Afrique parce que ce sont les Africains eux-mêmes qui ont promu leur continent et qui ont montré qu'il y avait un potentiel. C'est-à-dire que, si vous voulez, c'est un peu la même affaire qu'avec l'Inde ou avec la Chine. C'est-à-dire que les Européens ne seraient pas venus en Inde ou en Chine s'il n'y avait pas des trucs à acheter et des trucs à vendre. Des marchandises à acheter et des marchandises à vendre. Précisément, on cherche des marchandises qui, dans le cas de l'Inde et de la Chine, vont être des matières premières, c'est-à-dire que la Chine va fournir de la soie, par exemple, et puis on cherche un marché sur lequel on peut écouler les productions. Mais pour qu'il y ait un marché sur lequel on peut écouler les productions, il faut que les Chinois participent au commerce international, pour qu'ils se procurent des espèces en vendant de la soie qu'ils vont pouvoir dépenser en achat de produits britanniques. Ouais, en gros, tant que l'Afrique ne fait pas de commerce, elle n'intéresse pas les Européens. Si vous voulez qu'on ait colonisé un machin où on s'y fournissait en esclaves, mais depuis, c'est pas intéressant. Puis, coloniser l'Afrique en 1820, il faut quand même avoir le cœur bien accroché, parce qu'il n'y a pas de transport, il n'y a pas de carte, il n'y a pas Internet, il n'y a pas de téléphone satellite. Hein, donc, en gros, on ne voit pas ce qu'on peut y faire. Mais à partir du moment où les Africains commencent à exporter leur production,
Bah, d'abord, on voit qu'on peut produire, et puis on voit surtout qu'il y a de la demande, et donc que ça va devenir intéressant. Alors quoi? Alors comment est-ce qu'on peut voir que ce sont les Africains eux-mêmes qui se sont intégrés dans le commerce international? Ben, en fait, on peut le voir parce que, par exemple, si vous regardez le prix relatif de l'huile de palme, enfin, vous savez que donc, ce qu'on appelle palm oil en anglais, c'est donc à la fois l'huile de palme et l'huile de palme mixte. Enfin, on va dire des huiles de palme. Donc, le prix relatif des huiles de palme par rapport aux vêtements de coton, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ça augmente sans cesse entre la fin des guerres napoléoniennes et les années 1860. Ça augmente sans cesse et ça passe de pratiquement 1,5 à 11. Donc en gros, le prix de l'huile de palme mesurée en vêtements de coton est multiplié par 8 en l'espace de 50 ans. Et ça, ces 50 ans-là, quand on est rendu en 1867, c'est pas la colonisation. Enfin, bien sûr, la colonisation de l'Afrique du Nord a commencé, elle a plus que commencé en 1867, puisque les Français arrivent en Algérie en 1830. Mais même la Tunisie, c'est les années 1880. D'accord ? Et l'Afrique noire encore moins. Donc en fait, il y a une augmentation des prix des matières premières qui est liée à la consommation européenne, qui permet à l'Afrique de s'intégrer dans pas l'Afrique, d'accord, l'Afrique c'est pas un pays, mais enfin qui permet à des régions de l'Afrique de s'intégrer au commerce international avant même la colonisation. Toujours la thèse naturellement des produits de base. Bon, sauf que là, ces produits de base, ils vont mener à rien. Mais localement, ils mènent au développement de certaines productions, en particulier l'huile de palme. Alors, à quoi ça sert l'huile de palme? Ça sert à faire le Nutella, comme vous savez, mais c'est pas encore très couramment consommé en 1817, le Nutella. Et donc, en fait, on utilise l'huile de palme essentiellement pour la lubrification des instruments mécaniques, d'accord, pour les serrures, la mécanique de précision. Le développement des huiles minérales, c'est-à-dire des huiles qui sont des dérivés des hydrocarbures pétroliers, ça arrive avec la chimie du pétrole. Ça arrive en gros à partir des années 1870. Ça coûte un peu cher au début. Et on utilise, pour vous dire, on utilise l'huile de lin. Donc, puisque le lin, c'est une plante textile qui non seulement fait les fibres longues qui vous permettent de faire les tissus de lin que vous connaissez, mais ça fait aussi des graines qui permettent de faire une huile qui n'est pas comestible parce que, comme l'huile de ricin, elle est dépurative, enfin, très fortement. Donc de fait, l'huile de lin, on l'utilise en mécanique jusqu'aux années 40, parce que dans les années 40 encore, l'huile qu'on met dans les voitures, ça peut être de l'huile de lin. Et bien donc l'huile de palme, c'est pareil. C'est-à-dire que l'huile de palme, on ne la mange pas en Europe, on la mange en Afrique, bien sûr. Mais en Europe, cette espèce d'huile toute très foncée, là, ça attire personne. Puis on ne sait pas la purifier, mais c'est très bien pour lubrifier les mécanismes. L'horlogerie, les mécaniques de précision, les serrures, etc. Tout ça, c'est parfait à l'huile de palme. Donc il y a une demande pour l'huile de palme, non pas pour l'alimentation, mais pour la mécanique. Et il y a une demande de cacao. Et là encore, le prix du cacao. Alors le prix du cacao, vous voyez, est en fait très élevé. Et le cacao, comme vous le savez, c'est un arbuste qui est originaire de l'Amérique centrale, puisque ce qu'on appelle chocolat, c'est un mot nahuatl, donc c'est un mot des langues aztèques. Et donc de fait, la préparation du cacao, c'est un truc des Mexicains. Enfin, il y a aussi du cacao plus au sud, mais c'est typique de l'Amérique centrale. Bon, et donc c'est pas une plante autochtone africaine, mais les Africains comprennent dès le milieu du 19e qu'il y a une demande occidentale qui croît. C'est parce que la demande occidentale croît que les prix croissent. Et donc à un moment où, certes, le prix de l'huile de palme est élevé, mais finalement, le cacao, ça permet non seulement de diversifier, mais ça permet aussi de faire des revenus très intéressants à partir du moment où vous pouvez planter des cacaoyers en Afrique. Ben, y a des Africains qui plantent des cacaoyers en Afrique. Et je dis bien des Africains, c'est pas des colons blancs qui je sais pas quoi, non, c'est des Africains qui décident de venir planter d'importer des cacaoyers pour les planter chez eux et pour vendre les fèves à qui? C'est ça le truc. Et en fait, ce qu'on va voir assez rapidement, c'est que les revenus tirés, même si vous voyez, les prix du cacao sont relativement élevés entre 1870 et 1914. Mais en fait, à cette époque-là, ils baissent pendant la guerre de 14 et ils remontent ensuite. De même, c'est le cas des prix de l'huile de palme, d'accord, qui baissent après la guerre de 14, mais qui remontent. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le revenu des producteurs, lui, vous voyez, le revenu des producteurs d'huile de palme, il baisse. Le revenu des producteurs d'huile de palme, il baisse, mais il remonte ensuite dans la période qui ne nous intéresse plus. En revanche, le revenu des producteurs de cacao, il s'effondre et il remonte jamais. Pourquoi?
Parce qu'en fait, dans l'organisation de la production du cacao, ce sont en gros des sociétés qui vont récupérer, enfin si vous voulez, même si le cacao est produit par des petits producteurs, c'est pas des blancs qui vont faire des plantations, etc. En fait, ces petits producteurs, ils n'ont pas de circuit d'exportation, ils sont obligés de vendre à des sociétés exportatrices qui vont acheter le cacao à pas grand-chose. Bon, et donc, alors, là, vous avez une des raisons du sous-développement qui sont qu'en gros, l'Afrique, enfin, du fait que l'Afrique n'arrive pas à développer à partir du surplus agricole, parce que même si les prix de vente du cacao sur les marchés internationaux sont bons, les producteurs africains n'ont pas de circuit de vente qui leur permet justement d'obtenir les bénéfices de leur intégration commerciale internationale, parce que les profits sont confisqués par l'intermédiaire, qui n'est pas forcément le vilain colon, peu importe qui est l'intermédiaire, mais c'est l'intermédiaire qui prend plus que la subsistance. Et donc bien que certains Africains aient pu faire le choix de cultures d'exportation dont le prix augmente et qui leur aurait permis de dépasser le niveau de subsistance, en fait, le mode de commercialisation fait qu'il n'y a pas moyen de dépasser le niveau de subsistance en faisant les cultures commerciales, du moins au bout de quelques années, les marges sont trompées. Bon alors quoi? En tout cas, ce qu'on voit, c'est que le démarrage du commerce, en particulier l'huile de palme, et puis ensuite du cacao, c'est pas le fait de la colonisation. Ça commence avant la colonisation. Alors c'est le commerce que les Anglais, ils appellent ça legitimate trade, le commerce légitime. C'est une manière de dire que, comme l'esclavage est aboli en 1807 en Angleterre, les gens qui faisaient du commerce avec l'Afrique, ils faisaient essentiellement le commerce des esclaves en 1807. Donc après 1807, se pose la question de savoir pourquoi ils restent encore riches et pourquoi ils continuent à faire du commerce avec l'Afrique. Soit ils continuent à faire du commerce d'esclaves, parce qu'on continue à utiliser des esclaves en dehors de l'Angleterre. Soit ils se convertissent au commerce légitime, et donc ce commerce légitime, c'est évidemment c'est une source de réflexions humoristiques, parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils font du commerce légitime et ils continuent à faire de l'esclavage, enfin à faire du commerce des esclaves. Donc, on parle de commerce légitime, mais on ne sait jamais si c'est vraiment du commerce légitime. Mais il y a du commerce légitime, et donc comme justement ce commerce de la palme ou du cacao, et qui commence donc avant la colonisation. La colonisation vient se greffer là-dessus. Et ce qui est important, c'est de comprendre qu'en fait, je n'ai pas encore écrit, mais j'écrirai pour la prochaine fois, les régimes de colonisation sont très différents, non pas d'un pays à l'autre, puisque les pays vont être le résultat des processus de colonisation et d'indépendance, mais d'une région, d'un endroit à un autre. Et on peut distinguer en gros trois catégories de régions. D'un côté, il y a les colonies britanniques d'Afrique de l'Ouest, bon, comme par exemple le Ghana, ou le Nigeria, où en fait, alors d'abord on pratique l'indirect rule, c'est-à-dire que les Anglais ne vont pas du tout imposer un rattachement direct comment dire, ils vont pas du tout imposer leurs propres institutions. Ils vont développer des chefferies, c'est-à-dire qu'ils vont, en gros, ils vont donner du pouvoir à des chefs locaux, et puis ils vont organiser sur un mode pseudo-traditionnel. Mais de toute façon, alors, tout en disant que c'est des affaires indigènes, d'accord, mais ils vont absolument, enfin, c'est ce mode indirect rule qui consiste à donner, en gros, à reconnaître des autorités locales, à leur donner un pouvoir, en disant que c'est un pouvoir coutumier, et à organiser localement des institutions particulières. C'est pas du tout un travail d'ethnologue, d'accord? C'est pas, on envoie des anthropologues et des ethnologues qui vont recueillir les coutumes et puis on va organiser les coutumes locales en les écrivant. C'est pas ça. On va évidemment pas donner les droits politiques des citoyens britanniques à ces braves gens, dit ironiquement. On va leur donner une règle dont on va dire qu'elle est coutumière, mais qu'on va fabriquer de toutes pièces parce qu'en plus elle sera uniforme dans toute l'Afrique de l'Ouest. Et cette règle coutumière, il faut des chefs pour l'appliquer. Et donc les points de contact avec les administrateurs coloniaux, ce sont les chefs. Mais ce n'est pas du tout la chefferie dont on parlait précédemment. D'accord ? Ce n'est pas du tout la chefferie de la société traditionnelle. C'est une chefferie fabriquée pour permettre l'administration. Bon, en gros, c'est de la corruption organisée, c'est-à-dire qu'on prend les mecs qui acceptent de collaborer, et puis on leur dit tu feras comme ça, et puis ils font comme ça. Et puis s'ils ne font pas comme ça, soit on les remplace, soit on les trucide. Enfin, bon. Mais néanmoins, malgré le caractère peu respectueux des traditions locales, dans l'Afrique de l'Ouest, justement, comme on a vu, il y a une espèce de liberté qui est laissée aux indigènes de s'organiser, non pas de s'organiser politiquement, parce qu'on force quand même l'organisation de la chefferie, mais on a vu
sur l'exemple de ces villages des années 30, que, en fait, il n'y a pas beaucoup d'intervention de la puissance britannique dans la vie quotidienne des populations. Et qu'en gros, les méthodes culturelles qu'ils avaient développées depuis un certain temps, ils continuent à les pratiquer. Ça n'intéresse pas les Anglais, parce qu'il n'y a pas de pognon à faire là-dedans. C'est aussi simple que ça, d'accord. C'est pas juste de la philanthropie, c'est pas on vous envoie des africanistes de la School of Oriental and African Studies pour voir comment vous portez, et puis vous faire du bien. C'est juste que, en fait, on s'en fout. Alors, vivez votre vie de votre côté, tant que vous ne mangez pas les missionnaires, on vous laisse dans votre coin. Bon. Et surtout, tant qu'il n'y a pas chez vous des trucs qui nous intéressent, comme des diamants, du cobalt, du cuivre, du pétrole, etc. Si, en revanche, il commence à y avoir des choses intéressantes, là, on va parler un peu différemment. Bon. Ça, c'est le premier mode de mise en valeur, qui est en gros un mode de mise en valeur qui est assez peu intrusif. Je ne dirais pas respectueux des coutumes locales, parce que ce n'est pas vrai, parce qu'on fabrique une administration coloniale en disant qu'elle est indigène et coutumière, alors qu'en fait, on fabrique des frontières nationales qui n'existent pas, on fabrique des institutions qui n'existent pas, donc il y a quand même une violence extrême de cette colonisation, mais qui n'a rien à voir avec ce qu'on va voir, d'accord, avec la suite. Bon, le mode d'administration suivante, c'est en gros les colonies des autres Européens, qui là aussi font une forme d'indirect rule, même si c'est pas comme ça qu'on appelle ça, puisque indirect rule c'est vraiment de l'anglais, mais là aussi, quand les Français s'installent, il y a des affaires indigènes. En gros, il y a un droit pour les indigènes, et puis il y a un droit pour les blancs, et puis le droit pour les indigènes n'est pas le même droit que les blancs. En gros, en Afrique du Nord, le droit des indigènes, bah, c'est le droit musulman, c'est-à-dire que les Algériens, les Marocains se marient selon les préceptes de l'islam, et donc le mariage, l'héritage, le statut de la famille, le statut personnel des individus, tout ça c'est l'islam. Et puis en revanche, quand vous avez un conflit avec un blanc, c'est les tribunaux civils, les blancs. Donc de fait, on a aussi une forme d'indirect rule. Et comment est-ce qu'on a une forme d'indirect rule? Bah, c'est qu'on a des commissaires aux affaires indigènes d'un côté, et puis pour les affaires familiales, on a des cadis qui règlent les affaires. Ça, c'est pour l'Afrique du Nord. Et pour l'Afrique équatoriale et occidentale française, bah, on ne s'appuie pas tellement sur les cadis, même si par ailleurs, il y a des régions qui sont de religion musulmane, hein, enfin, ce qui est devenu le Niger, ce qui est devenu le Mali, une partie du Tchad, du Burkina Faso, enfin, il y a des régions, du Sénégal, il y a des musulmans, alors, avec un islam très local, etc. Mais là, on ne s'appuie pas sur des cadis, parce qu'en fait, on ne reprend pas l'organisation administrative de l'Empire ottoman, c'est ça le truc. Donc, en fait, on fout des commissaires aux affaires indigènes qui administrent des trucs sur un mode pratiquement uniforme, et là encore, on invente une tradition. Mais ça, c'est pas le problème. Le truc, c'est que dans un même temps, quand même, on se rend compte qu'il y aurait peut-être moyen de développer économiquement le pays au profit des métropoles, en faisant des plantations, par exemple. Et dans les plantations, qu'est-ce qu'on va faire? On va naturellement pas recruter des Africains en mettant des petites annonces dans les journaux et en leur proposant un bon salaire et une formation à la plantation. On perpétue le système de l'esclavage, même si c'est pas comme ça que ça s'appelle, c'est à ça que ça revient. Alors justement, ça n'existe pas dans l'Afrique de l'Ouest anglophone. À preuve que quand William Lover, qui est le fondateur d'Unilever, vous savez, le lessivier, quand William Lover, qui a compris tout l'intérêt d'utiliser l'huile de palme, non plus pour la lubrification mécanique, mais cette fois-ci, mais pour la saponification. Vous savez que le savon, fondamentalement, c'est qu'il faut mettre de l'acide dans du gras. Ça fait des acides gras, et c'est les acides gras qui permettent de décaper la peau. Bon, et donc, ou bien d'obtenir des effets... enfin bon, peu importe. Donc, Lover constate l'intérêt de l'huile de palme, donc ce qu'il voudrait, c'est... Parce qu'il trouve que l'huile de palme africaine est très bien, mais les Africains ne produisent pas assez. Donc il voudrait aller faire des plantations en Afrique. Donc il va naturellement dans ce qui intéresse, enfin, là où les Britanniques ont commencé à prendre pied, on est dans les années 1890, même presque 1900, il veut organiser des plantations au Nigeria. On dit, on ne fait pas de ça ici, foutez la paix aux Africains, laissez-les se développer tranquillement. On ne veut pas avoir d'emmerde en fait avec le retour de l'esclavage. De toute façon, il n'y a pas d'esclavage. Et donc, même si les Africains ne sont pas des citoyens britanniques, néanmoins, il n'y aura pas de plantation. Donc, ce pauvre William Lover, pauvre étant évidemment une double tournure ironique, puisqu'il n'est pas pauvre, ni du point de vue moral, ni du point de vue matériel, il se tourne vers le Congo belge, où là, on l'accueille à bras ouverts, et il organise
des plantations de palmiers à huile, où il va produire de l'huile de palme en quantité pour faire plus de savon ensuite en Angleterre, et avec des méthodes de gestion des ressources humaines qui sont à peu près celles qu'on verra ensuite dans les camps de travail nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'en gros, il y a un historien belge qui s'appelle Jules Marchal, qui, dans son histoire du Congo, a montré qu'il y avait, en gros, il y avait eu probablement plus de morts dans les plantations au Congo entre 1910 et 1945 que dans les camps d'extermination nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, on est tenté de dire, oui certes, mais les nazis n'ont eu que 4 ans quand même. Donc il faut reconnaître le mérite, c'est qu'ils ont certes tué que 6 millions de personnes, mais en 4 ans. Enfin, les Belges qui n'avaient pas spécialement le projet d'exterminer les Congolais ont quand même réussi, visiblement en 35 ans, par la négligence qu'ils ont manifestée vis-à-vis des méthodes d'exploitation des citoyens britanniques et autres qui venaient installer des plantations, à laisser massacrer des millions d'Africains. C'est malheureusement pas un sujet d'ironie, mais donc on comprend qu'en fait le problème de l'esclavage, du dépeuplement de l'Afrique, ça a continué même après l'abolition de l'esclavage. De fait, les colons ont apporté l'école, la culture, les routes, les locomotives à vapeur, les avions, mais ils ont surtout apporté la mort pendant un certain temps. Bon, maintenant, est-ce que c'est ça qui est l'explication exclusive des difficultés du développement africain? C'est pas aujourd'hui qu'on le verra. Je vous remercie de votre attention et nous conclurons sur le sujet la semaine prochaine.